Voilà, monsieur, bonsoir. Un vent d'émotion traverse le Cameroun depuis bientôt une semaine, depuis la disparition de Martinez Zogo, vous le savez, le chef de chaîne de la radio Amplitude FM à Yaoundé, s'en est allé dans des circonstances plutôt dramatiques. Et depuis donc, c'est les mois, le monde est ému. L'opinion demande des comptes. Le gouvernement annonce une enquête. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a fait une descente cet après-midi au niveau de la direction générale de cette radio, la station Amplitude FM. Et puis, il a rendu visite à la famille pour dire l'émotion du gouvernement. Ce soir, nous allons essayer de parcourir les contours, mais bien au-delà de cet acte, d'interroger les libertés telles qu'elles sont pratiquées au Cameroun. Est-ce que nous sommes encore véritablement libres, que ce soit les hommes de médias, que ce soit l'opinion, la société civile, les hommes politiques? Le Cameroun est-il un État dont on peut sereinement progresser en toute liberté? 4 invités ce soir. La deuxième thématique va nous permettre d'aller du côté de régions du nord-ouest et du sud-ouest, là également, dans un environnement plutôt flou autour de la crise anglophone, alors que le gouvernement canadien a annoncé à travers son ministre des Relations extérieures une médiation pour résoudre la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, crise politique, sécuritaire, entre les forces gouvernementales et les forces, ou alors les séparatistes. Le gouvernement camerounais, une fois de plus par la voix du ministre de la Communication, a démenti une telle initiative. Du moins, il annonce que le Cameroun n'y prend part. On va donc également évoquer cette autre tentative ou alors de médiation pour voir quels en sont les contours et où en est véritablement cette crise. Premier thème, Martinez Zogo, coup de grâce sur les libertés. Deuxième thème, crise anglophone, peur sur la médiation. Mathirel Biol, bonsoir. Bonsoir, député Tongo. Bonsoir aux millions de téléspectateurs et bonsoir mes compagnonnistes de ce soir. Vous êtes du SIF, merci d'être là ce soir pour porter la voix de votre parti dans le cadre de cette émission-là. Je dis également bonsoir à Charles Kacharel Gafongan. Bonsoir et bonsoir aux nombreux téléspectateurs de STV. Journaliste, enseignant en journalisme, syndicaliste, merci d'être là ce soir. Je dis également bonsoir à Jean-Claude Fissiout. Bonsoir Monsieur Dipita, bonsoir à l'ensemble des copanélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs. Nous présentons nos sincères et vives condoléances à la famille durement attristée du citoyen Martinez Zogo et nous nous associons à leur douleur. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ne saurait ne pas présenter ses excuses parce qu'en réalité, chaque fois où nous perdons un concitoyen, c'est une âme, c'est un espoir de développement que nous avons perdu. Vous portez la voix du RDP ce soir et enfin, Franck Essi, bonsoir. Bonsoir, Dipita. Merci également d'être là. Vous portez la voix du CPP. Je commence peut-être avec vous, Franck. Alors, vous avez tenu une conférence de presse avec un ensemble d'organisations de la société civile et d'autres partis politiques pour refaire une communication autour de cette actualité. On commence évidemment par le premier thème, Martinez Zogo, coup de grâce sur les libertés. Puisqu'on peut avoir la quintessence, le résumé de cette conférence de presse. Je crois que comme l'immense majorité des Camerounais, nous avons tenu à exprimer toute notre indignation, toute notre colère devant cet acte ignoble, cet assassinat horrible qui s'est exercé sur la personne de Martinez Zogo. Comme l'ensemble de la majorité des Camerounais, nous pensons que ce type d'acte n'a aucun droit de citer dans un pays qui se veut une démocratie, qui se veut un état de droit. Et nous avons tenu aussi à lancer un message aux Camerounais pour dire que une telle dérive, une telle descente aux enfers ne saurait rester sans action de notre part. C'est-à-dire que c'est un signal pour nous, pour comprendre que si certains d'entre nous ont parfois été indifférents, si certains d'entre nous n'ont pas souvent pris conscience de tous les dérives qui sont en train de s'accumuler et qui tirent notre pays vers le bas, c'est peut-être à travers cet odieux assassinat au moment de se réveiller. Et nous avons tenu à
à montrer notre détermination pour que justice soit faite. C'est le principal message, un message de justice. Nous avons réitéré que ce qui survient avec M. Martinez-Zogo, c'est aussi quelque chose qui n'est pas nouveau. Il y a de nombreuses personnes qui sont en prison, d'autres personnes qui ont été victimes de diverses formes d'intimidation, d'incarcération, de violence, pas seulement les journalistes. Et nous tenons à dire que c'est le moment pour nous tous de nous réveiller et de faire en sorte que cette mort ignoble-là ne soit pas sans conséquence. Donc nous nous sommes montrés disponibles pour agir dans les jours à venir, non seulement pour obtenir justice, mais pour contribuer à ce que l'objet des dénonciations de Martinez-Zogo, c'est-à-dire la mauvaise gestion des finances publiques, connaissent de la part de notre gouvernement une reddition claire des comptes. Mathieu Biol, le SDF a réagi également suite à cette actualité dramatique. Est-ce qu'on peut avoir les contours? Le SDF a effectivement réagi. Il a réagi par la voix du vice-président de notre parti, l'honorable Juchou aussi. Et la secrétaire générale également s'est exprimée sur ce macabre, n'est-ce pas, assassinat. Donc, de toutes les façons, c'est l'ensemble de la communauté, l'ensemble des militants de notre parti politique, n'est-ce pas, qui marque son indignation, qui marque, n'est-ce pas, qui exprime sa condamnation de cette action barbare, de ce crime, n'est-ce pas, qui a été perpétré par des personnes qui ne sont pas encore dont l'identité n'a pas encore été révélée, mais nous osons croire que véritablement, ces personnes vont être présentées devant la justice et qu'elles seront châtiées suivant l'acte qu'elles ont commis. Donc, je pense que dans l'ensemble, tous les militants du SDF, moi également, je condamne véritablement ce qui s'est passé. Je pense que ça nous montre, tous les Camerounais, que nous devons nous engager, nous devons nous exprimer afin que l'État prenne en charge véritablement notre sécurité, la sécurité de nos biens. Monsieur le président de la République a été élu, n'est-ce pas, bon, c'est ce qu'il déclare, n'est-ce pas, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens au Cameroun. Donc, il est inadmissible que de tels actes se réalisent. Ce n'est pas le premier assassinat, ce n'est pas le premier journaliste qui est assassiné. Il y a quelques années, on a parlé de Jules Koum. Plus tard, il y a un autre journaliste, M. Ouazizi. Et aujourd'hui, c'est Martinez-Zogo. Je pense que définitivement, il faudrait que ceci s'arrête, que ça ne se réalise plus jamais. Et pour que cela soit le cas, il faut qu'on se mobilise tous et qu'on exprime tous notre indignation. Jean-Claude, on n'a pas encore entendu le RDPC sur la question. En termes de condoléances, d'indignation, ou bien... quelle que soit la forme. Parce qu'apparemment, les autres connaissent déjà les coupables ou le coupable. Personne n'a parlé de coupable. Certains savent même déjà comment le meurtre a été perpétré, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que vous voulez? En ce qui nous concerne, nous avons pris acte lorsque le corps a été découvert. Cette affaire est entre les mains de la justice, une enquête a été ouverte. La première des choses, c'est d'abord même de connaître le genre de mort. Les médecins légistes nous diront, et ensuite les enquêteurs doivent également apporter la lumière par rapport à ce crime odieux, cet assassinat, apparemment, mais c'est un assassinat. Donc, à partir de ce moment, c'est suite aux conclusions de ces différents rapports et enquêtes où il sera beaucoup plus aisé de bâtir un argumentaire qui sera à peu près une réponse efficace par rapport à cela. Mais nous disons tout simplement que gardons un peu de lucidité. Cela ne voudrait pas dire que tout ce qui a été bâti dans le cadre de notre nation, de notre démocratie, de notre développement tombe dans l'eau. Aux États-Unis, nous avons suivi jusqu'à hier pratiquement la fusillade qui a eu lieu, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que malgré les moyens parfois sécuritaires d'un État, malgré le dispositif énorme de sécurisation des personnes et des biens,
il y a parfois des défaillances parce qu'il n'est pas facile de pouvoir avoir un policier derrière chaque individu. Et il y a une responsabilité collective, il y a une responsabilité individuelle. Protégeons-nous entre nous-mêmes, aidons nous-mêmes à nous protéger. Merci. Les conclusions de l'enquête nous aideront à pouvoir prendre position par rapport à cet assassinat. Alors Charles, quand on fait un peu la chronique ou la chronologie des atteintes aux libertés de la presse avec un certain nombre d'actions à l'endroit des hommes de médias convoqués souvent dans les tribunaux, devant les tribunaux, souvent incarcérés, mis en cellule. On connaît des cas d'assassinat comme celui-là, Mathurin citait d'autres tout à l'heure. Est-ce que véritablement on doit craindre d'être journaliste au Cameroun? Je crois que cette question, on a répondu à cette question depuis très longtemps. Hein. On a eu à répondre que le journalisme était un métier risqué au Cameroun, très risqué d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous voyez l'arsenal juridique qui est en place, c'est-à-dire a tout fait à l'encontre contre les journalistes. Contre les journalistes aujourd'hui, quand vous travaillez, à tout moment, on peut évoquer telle ou telle lacune pour vous envoyer en prison. Donc on est à l'abri de rien. Aujourd'hui, vous avez quand vous regardez les dispositions légales depuis l'année 90, avec des dispositions liées à la diffamation, à la de fausses nouvelles, vous voyez la loi sur le terrorisme qui est également arrivée à non-dénonciation, vous voyez toutes les dispositions qui sont mises en place, vous voyez le Conseil national de la communication qui a été mis en place avec la force qui a été donnée à ce conseil. Vous vous rendez compte que faire le journalisme au Cameroun est véritablement risqué. Véritablement risqué. Il y a, je crois jusqu'à présent, même dans le journalisme, nous sommes dans la tolérance administrative. Donc nous sommes tolérés tout simplement car à tout moment, ceux qui nous gouvernent peuvent évoquer tel ou tel aspect, telle ou telle disposition qui existe pour vous envoyer en prison. C'est hautement risqué. Et pour cela, les journalistes doivent donc s'organiser. Suffisamment s'organiser, ne pas attendre que le fait arrive pour dénoncer. On devait plutôt s'organiser maintenant pour mettre le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire que pour faire relire ces tests-là. Notamment la loi de 90, il y a eu des initiatives, des plaidoyers qui ont été lancés par les journalistes pour qu'on puisse modifier certaines dispositions de cette loi-là. Notamment toutes les lois sur ces cas qui sont arrivés après 90, on se rend compte qu'il y a beaucoup de lacunes. Peut-être en ce moment-là, certaines dispositions avaient leur place, mais progressivement, on se rend compte que cela n'est pas possible. Regardez nous avons lutté pour qu'il y ait des pénalisations des livres de presse, que désormais les journalistes n'aillent pas en prison pour ses écrits, qu'il fallait remplacer cela par des amendes. Il y a des pays en Afrique qui ont adopté cela, les petits pays comme le Niger, comme Mali, mais au Cameroun, aujourd'hui, vous pouvez aller en prison et loger à la même enseigne qu'un bandit de grand chemin, qu'un meurtrier, simplement parce que vous avez écrit une ligne et que dans ces lignes-là, on trouve peut-être qu'il y a eu une faute. Donc, au Cameroun, j'ai envie de dire que la presse, ce n'est pas seulement les journalistes, c'est toute la presse qui est en danger. Parce que ce n'est pas seulement les journalistes aujourd'hui. Voyez-vous, voilà un homme de médias qui n'est pas forcément journaliste, qui est un animateur, qui en fait les frais. On a parfois eu même des caméramens parce qu'ils ont osé lever leur caméra sur quelqu'un et ils ont eu à en faire les frais. Et donc le problème, ce n'est pas seulement les journalistes, c'est toute la presse dans son ensemble. Et il faut que le public qui consomme cette presse prenne ses responsabilités car si la presse est en danger, c'est pratiquement tous les citoyens, c'est la liberté d'expression qui est également en danger. Donc si la liberté de presse est menacée, la liberté d'expression prend un sérieux coup. Et s'il n'y a pas de liberté d'expression, oublions ce qu'on entend par démocratie. Sur cette actualité, Franck Essi, est-ce que la réaction du gouvernement vous conforte-t-elle? Avez-vous le sentiment que tout est fait, minutieusement fait, l'affaire est véritablement prise en charge pour que la lumière soit définitivement faite sur cette actualité-là, que l'opinion soit informée? Il est clair, nos reporters étaient sur le terrain. Jean-Claude parlait du genre de mort, mais il y a des éléments certains. Martinez a été torturé dans des circonstances véritablement atroces. Donc, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement met véritablement en branle sa machine judiciaire pour que toute la lumière soit faite autour de cette affaire-là? Je vous étonnerais beaucoup si je vous disais oui. J'étonnerais peut-être l'immense majorité des Camerounais. Non, merci pour la question parce que ça permet de revenir sur les énormes et inqualifiables dysfonctionnements, voire même les fautes qui confinent à la complicité de la part d'un ensemble d'autorités en charge justement de gérer le Cameroun et particulièrement la sécurité. Rappelons, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi, que M. Zogo a été kidnappé alors qu'il demandait de l'aide. Il a cogné avec sa voiture le portail d'une gendarmerie.
Il est sorti de la voiture, il a cherché à escalader en criant au secours. Des voisins de la gendarmerie ont entendu, il y a des témoins. Mais à l'intérieur, les gendarmes n'ont pas bougé. Donc il a été kidnappé devant le lieu qui est l'incarnation de la sécurité, le lieu dans lequel n'importe quel Camerounais devrait se sentir en sécurité. Première défaillance. Et sur ce point, on devrait entendre le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie et l'ensemble de ses collègues en charge de la sécurité. Inadmissible, incompréhensible. Deuxième chose, une personnalité aussi suivie disparaît pendant des jours et on a un gouvernement qui est muet, qui est absent. Et au bout du troisième jour, c'est là où le ministre de la Communication se pond d'un communiqué absolument infect. En ce sens que, vu la situation, il n'est pas là à venir rappeler les règles que devraient respecter, entre guillemets, les journalistes. Ce n'est pas le lieu, c'est hors sujet. Ce qu'on attend du porte-parole du gouvernement, c'est de nous dire l'ensemble de ce qui a été mis en œuvre pour justement retrouver cette personnalité, parce que c'est une personnalité qui est portée disparue, et nous faire le point justement sur les mesures qui seront prises pour rassurer tout le monde. Ça n'a pas été fait. Donc, et quand on dépasse ça, on est étonné qu'après la découverte de son corps, jusqu'à ce jour, on n'a toujours pas les procureurs qui se prononcent publiquement pour nous informer de façon concrète de où en est l'enquête, où en sommes-nous au niveau des informations que les premiers éléments permettent de dire sur la mort, sur les conditions de la mort, etc. et sur ce qui va être enclenché par la suite. Au doigt du procureur, on se pose la question, est-ce qu'il y a un ministre de la Justice dans ce pays? Est-ce qu'il y a un Premier ministre? Plus grave, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit à Itoudi, qui est censé être le président de la République? J'ai l'impression que ce qui survient là, qui est très très grave, c'est comme si c'était un événement qui survenait, je ne sais pas, au Tadjikistan. On est au Cameroun, c'est arrivé à Yaoundé, dans la capitale, et ça concerne quelqu'un qui est... C'est-à-dire qu'il faut être extraordinairement déterminé pour ne pas connaître qui était Martinez Zogo. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour ne rien suivre des médias à Yaoundé, pour ne pas le connaître. On pouvait être d'accord ou ne pas être d'accord avec sa manière de pratiquer son métier, mais on ne peut pas dire qu'on ne le connaissait pas. Donc à ce titre-là, je pense que le comportement de l'ensemble des autorités de ce pays démontre qu'une bonne partie d'entre elles a quelque chose à voir avec ce qui se passe. Et on ne peut pas parler en l'air aussi sans rappeler que ces dernières semaines, ils dénonçaient en particulier des faits très graves de malgouvernance, indexant des personnalités gouvernementales, des personnalités qui flirtent avec le gouvernement. Donc, on ne peut pas faire cette analyse sans tenir compte de ce contexte. D'accord. Voilà, donc c'est tout ça pour dire qu'en fait, c'est une affaire d'État qui oppose des camps, des personnalités. Et je pense que l'intérêt des Camerounais, ce n'est pas de choisir un camp à l'intérieur, mais c'est que le message qui est envoyé, qui est un message de terreur, parce que c'est un acte terroriste, que la peur ne nous gagne pas et que nous nous ressaisissions justement pour nous réapproprier notre pays, parce qu'on veut nous voler notre pays. Jean-Claude, je reviens avec vous sur la même question. Avez-vous le sentiment que tout est mis en branle pour que la lumière soit faite? Nous sommes sans faire exactement une semaine. Que Martinez est sorti du studio, il n'est jamais revenu. On a découvert son corps pratiquement 5 jours après. Est-ce que vous avez le sentiment véritablement que tout est fait pour que la lumière soit définitivement faite sur cette affaire? À mon avis, oui. Parce que déjà la sortie du ministre de la Communication disait qu'il est en train de suivre activement cette affaire. Effectivement, ce n'était pas peut-être le moment de dévoiler quel niveau peut-être les enquêtes étaient pour pouvoir retrouver soit vivant ou bien ce qu'on a pu découvrir d'une manière ou d'une autre. Ne pas forcément vouloir révéler la stratégie des hommes des forces de maintien de l'ordre ne voudrait pas dire que rien n'est fait. C'est parfois aussi important de pouvoir protéger ceux qui sont en train de vouloir suivre un certain nombre de pistes. Vous savez que si vous êtes en train de vouloir arrêter un bandit ou bien un ordre de criminel, vous allez immédiatement dans les médias ou bien sur les plateaux télé et radio et dire Monsieur Franck, ici, voilà ce que je vais faire demain, ou bien je suis à tel niveau. La télé sensation,
et spectaculaire, je ne suis pas sûr que ces bandits vont rester à attendre. Vous serez en train d'effacer un certain nombre de pistes et qui, peut-être, vont nous éloigner, une fois de plus, de la vérité. Donc, sur ce plan, il n'y a rien à cacher. Mais M. Franc ici, qui a sûrement l'habitude, qui avait l'habitude de suivre régulièrement les émissions de M. Martinez Zogo, il va remarquer que ce n'était pas tout simplement sur sa dernière sortie, mais en fait, il se attaquait un peu de partout. Donc, ce qui veut dire que l'ensemble des différentes sorties pouvait déjà être un élément de dangerosité. J'espère que vous ne sous-estimez pas que parce que quelqu'un dit des choses qui sont contraires à la loi ou pour des accusations qui sont fausses, on doit l'exécuter. Non, du tout. Non, il faut être clair. Donc. Nous sommes, je pense que si c'était le cas, nous ne serions même pas en train d'épiloguer. Lorsqu'on est dans un état policier réellement, on vous dit, par exemple, qu'il y a un certain nombre de sujets même qui sont que vous ne devez pas évoquer. Ça va arriver. Bon, on n'en est pas là. À voir comment l'ensemble des journalistes qui, je ne sais même pas ce qu'il a fait de pire par rapport au chef d'État, le président de la République, qui est caricaturé, gauche-droite partout, matin, midi, soir, ainsi de suite. Mais ces journalistes sont connus et ils continuent à exercer librement leur métier. Voilà. Donc, qui d'autre que le président de la République a plus qu'à perdre ou à préserver une image comme celle donc pour vous, ce n'est qu'un fait de plus, un fait de société, un fait divers de plus? Non, pas un fait de société. Ceci va nous amener, je pense bien, dans le fond même, c'est-à-dire en ce qui concerne la situation des journalistes à gages, le lynchage médiatique. Est-ce que vous pensez que je veux dire que Franck a juste fait de poser la question. Si nous sommes dans un état de droit, prenons la pire hypothèse, qui est des journalistes à gages, ce que vous appelez journalistes à gages ou autres, est-ce que la sanction, c'est la mort? Qui a sanctionné? C'est ça le problème. Nous savons l'État. Parce que vous semblez mettre tout le temps, vous semblez mettre ces éléments en parallèle. Tout le temps, vous dites, bon, écoutez, c'est pas beau tel qu'il est mort, mais en même temps, journaliste à gages. C'est comme si vous mettez ces deux schémas-là, ces deux éléments-là en parallèle pour justifier. Non, nous sommes, c'est-à-dire, il faut qu'on se comprenne très bien. C'est tout ce que je demande. Nous partons sur la base d'abord humanitaire, où un être humain a été froidement assassiné. Et c'est regrettable et il y a de quoi s'indigner. Il n'y a même pas à faire la fine bouche là-dessus. Mais maintenant, nous disons que qu'est-ce qui peut aussi amener certains à vouloir de la mort de ceux qui veulent s'exprimer? C'est un autre débat qu'on pourra peut-être faire après. C'est à partir de ce moment-là où nous disons que le journalisme a gagné. Vous voyez justement pourquoi vous brouillez votre message. C'est-à-dire que vous êtes vous condamné et le parallèle de la condamnation, c'est qu'est-ce qui peut amener certains. C'est pour ça que je vous ai dit, mais même si, prenons le pire, l'extrême, où certains font du journalisme à gage. Donc le parallèle peut pas être la mort. Non, je ne sais pas, parce qu'en réalité, sauf si c'est moi qui le lynchage médiatique aussi est la mort. Ah bon? Oui. Le lynchage médiatique, c'est la mort? Mais oui, des vies sont décimées aussi à travers un lynchage médiatique. Le sujet de notre D'accord. Donc, je voulais juste évoquer qu'il peut aussi avoir des extrêmes où certains peuvent trouver que pendant 40 ans ou 50 ans de toute leur vie peut-être, ils ont eu à bâtir une renommée ou toute une vie. Et que du jour au lendemain. Non, mais le problème qui se pose, c'est que le journalisme... Mais c'est vous qui nous rassurez que c'est un état de droit. Le problème qui se pose, c'est que le journalisme, on les appelle les gardiens de la conscience collective. Mais lorsque vous êtes victime, par exemple, d'une diffamation, d'une calomnie, ou bien même d'un lynchage médiatique, et que par la suite, il s'avère que
ces accusations ont été fausses. La justice vous remet dans vos droits. Je ne sais pas si vous êtes rétabli dans vos droits dans le cadre de la conscience collective. Ben aussi, c'est pour cela qu'il est important la loi prévoit les droits de réponse, la communication soient aussi mises sur la table. D'accord. Et que les uns les autres sachent qu'il y a des canaux quand même d'exercice de ce métier. Je vous compare le moment et à partir de ce moment-là, c'est aussi une manière de pouvoir préserver des vies et de protéger ceux qui exercent ce beau métier qu'on appelle le journaliste. Alors, Mathurin, je voudrais pas aller aussi loin que Charles tout à l'heure en évoquant les lois de 90, évidemment, qui ont été mises en place dans un contexte où le multipartisme a littéralement été arraché selon les partis de l'opposition. Mais pour revenir un peu sur les 4-5 dernières années, quand on regarde un peu j'interpelle d'ailleurs le déploiement des partis politiques au-delà des simples hommes de médias. Quand on regarde justement ces envies de pouvoir se déployer, de pouvoir profiter des libertés offertes par la loi au niveau des partis politiques, de la société civile, des simples conférences de presse qui sont souvent annulées ou alors de ce point de vue-là, vous dites que le Cameroun a-t-il emprunté un pas qui n'est pas forcément celui de l'expression intégrale des libertés? Il est clair que depuis plusieurs années, nous avons le sentiment qui se renforce de plus en plus que nous sommes dans une dictature. Donc ça, il faut le dire clairement. Lorsque vous vous exprimez au Cameroun, vous savez pertinemment que vous prenez des risques. Lorsque vous faites de la politique au Cameroun, si vous voulez véritablement vous attacher aux intérêts, n'est-ce pas, de l'ensemble de la majorité des Camerounais, vous savez que vous prenez un risque, vous exposez votre vie. Donc, seulement, tout simplement, c'est un État qui est construit, c'est une atmosphère qui est construite afin de dissuader les Camerounais, n'est-ce pas, à revendiquer toute sorte, une quelconque liberté qu'ils pourraient peut-être désirer avoir, que ce soit la liberté de s'exprimer, ou bien la liberté de manifester, ou bien la liberté d'aller et de venir. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui sont mis en place, ce sont des attitudes, c'est une politique, n'est-ce pas, une politique qui vise à effrayer, qui vise à installer la terreur, qui vise à installer la peur au sein des Camerounais, au sein de tous les acteurs, que ce soit les acteurs politiques ou bien les acteurs de la presse. Donc, quand un journaliste aujourd'hui écrit, il est lui-même son propre censeur, parce qu'il a peur à tout moment qu'il peut dire quelque chose de déplacé, n'est-ce pas, et que la sanction soit la mort. Et quand un acteur politique essaye peut-être de s'engager à défendre une cause, il a toujours comme une sorte d'épée de Damoclès qui est suspendue sur sa tête, et qu'il s'est dit que si je vais peut-être très loin, je risque de perdre ma vie. Mais normalement, si on était dans un État démocratique, on ne vivrait pas avec ce sentiment-là. Malheureusement, c'est ce qui est le cas, et on est obligé. Les Camerounais vivent aujourd'hui des situations qui sont véritablement des situations dramatiques seulement sur le plan quotidien, que ça exigerait que tous les jours pratiquement ils sont en train de protester dans la rue, tous les jours pratiquement, mais tout simplement parce qu'il y a un climat de peur, il y a un climat de terreur qui est construit. Ça fait en sorte que les Camerounais ne peuvent pas s'exprimer. Lorsque vous voyez ce qui est arrivé à ce journaliste-là, c'est un message qu'on envoie à tous les autres, comme pour leur dire que si vous choisissez cette voie, ou bien si vous essayez de le prendre pour modèle, ou alors essayez de le prendre pour exemple, voici les risques que vous encourez. Donc, véritablement, les Camerounais doivent tout simplement avoir un certain sursaut, n'est-ce pas, de patriotisme, c'est un sursaut d'orgueil, parce que ceux à qui nous avons, n'est-ce pas, dévolu, ou alors nous avons remis un certain nombre de responsabilités pour assurer, n'est-ce pas, une meilleure qualité de vie, qualité d'éducation, soins de santé, nous montrent de plus en plus qu'ils sont défaillants. Et pour qu'ils restent là où ils sont, ils veulent intimider les Camerounais. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là. Et quand on voit comment est-ce que les gens réagissent, normalement ça devait être spontané. J'ai regardé les images lorsque le lendemain
du jour où on a trouvé le corps, j'ai regardé les images, même au niveau de la chaîne de radio, j'ai vu qu'il n'y avait pas véritablement une émotion aussi forte qu'on devait vraiment avoir. On n'avait pas le sentiment que c'est toute la ville qui s'était même déplacée, parce que normalement, s'il était aussi célèbre, il me semble qu'il était même très célèbre dans cette ville-là, n'est-ce pas? Il est plus célèbre à Yaoundé qu'il ne l'est à Douala, mais véritablement, on aurait dû ressentir véritablement une émotion plus grande que ce que j'ai vu. J'ai vu quelques journalistes venir à la chaîne Amplitude FM, venir là, s'émouvoir, ainsi de suite, mais c'était pas venant la foule qu'on aurait dû avoir, parce que c'est un crime odieux, c'est un crime terrible. On aurait dû avoir au moins plusieurs milliers de personnes devant cette chaîne de télévision. Mais si Mathurin dit que tout est mis en œuvre pour mettre les libertés en veilleuse, on peut donc comprendre par quelle est justifié pourquoi est-ce que les gens ne se mobiliseraient pas. Moi, je pense plutôt que le décès de ce journaliste peut être un levain de mobilisation des masses pour prendre en main leurs responsabilités. Parce que je n'ai jamais vu autant de condamnations, de sorties des organisations de la société civile, des citoyens ordinaires. Je ne savais pas que ces organisations-là existent. J'ai vu sur Internet autant de sorties, de communiqués, de déclarations pour dénoncer qui vont tous dans le même sens. Je me suis dit, mais si on pouvait créer un tel rapport de force, peut-être les choses changeraient. Il y a eu le cas Ouazizi. Les journalistes au niveau syndicat, il y a quelques partis politiques, quelques organisations civiles, je parle du CPP qui était là, qui apportait une main à la pâte, mais on n'a pas vu cette mobilisation. Il est longtemps qu'on comprenne que pour avancer, il faut créer un rapport de force. Et pour que ce rapport de force, c'est toutes les organisations, c'est tous les Camerounais réunis. Si on continue à avoir peur, maintenant on voit que les gens se lèvent, les gens disent non. Et sommes-nous encore dans un état de droit? C'est plus seulement l'affaire des journalistes ou hommes des médias, c'est l'affaire de tout le monde. Que désormais, ceux qui possèdent à l'exécution extrajudiciaire dans les marchés, au motif que quelqu'un a arraché, voyez-vous, c'est plus grave. Quelqu'un a arraché un porte-monnaie dans lequel il y avait 100 francs ou 200. Il est lynché à mort, c'est connu de tout le monde. Ces gens ne sont pas inquiétés. Parce qu'aujourd'hui, on attend encore plus s'inquiéter ceux qui ont justifié. Mais c'est aussi grave. On voit les cas de justice populaire. Parfois, les coupables sont, je ne sais pas, ceux qui posent ces actes-là sont connus, mais ils ne sont pas inquiétés. Mais c'est tout cela qui continue à grandir. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce qu'on est véritablement dans un état de droit? Donc, il faut que la mobilisation, autant on a commencé avec Martinez Zogo, j'ai bien envie de voir que cela continue. Qu'on puisse avoir ces mêmes mobilisations-là. Non pas seulement au niveau des zones des médias, parce que vous dites, vous voulez voir les journalistes. Non, moi j'aurais bien voulu voir aussi les hommes politiques. J'aurais voulu voir les citoyens ordinaires qui se mobilisent. Pas seulement les hommes de médias. Pourquoi? Parce que c'est un cas qui concerne tout le monde. C'est pas seulement l'affaire de Zogo. Ce qui se passe là, il a voulu dire que c'est un message qui est envoyé, pas seulement aux hommes des médias. D'ailleurs, les hommes des médias savent comment se prémunir. Hein. Je crois que par rapport aux autres, ils sont même parfois même mieux protégés que les citoyens ordinaires. Mais nous disons que tout le monde se mobilise pour que ces choses-là ne se répètent. Pour que cela ne se répète, il faut que le pouvoir en face comprenne qu'il y a des répondants également. Si c'est parce que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Parce qu'ils vont dire, depuis que le pouvoir devait déjà depuis 90 fait, mais pourquoi est-ce qu'il le ferait? Il revient à nous de pousser ce pouvoir-là à changer un peu. Qu'est-ce qu'on fait? On a organisé les plaidoyers. Moi, c'est encore les plaidoyers ne marchent pas. Il y a beaucoup de plaidoyers pour changer ceci. Moi, c'est encore ça ne marche pas. Peut-être qu'on parle de la mobilisation populaire, comme vous avez dit, pas forcément aller à la front, mais que les gens se retrouvent en un coin, qu'on se retrouve qu'ils sont 100, 200. Hein? Ils peuvent faire aussi calme dans la paix. On peut comprendre qu'il y a quelque chose qui se fait. Donc, on a un problème au Cameroun qu'on n'arrive pas véritablement à se mobiliser. Vous dites très bien qu'on a peur. Mais la peur ne peut pas tout expliquer. Donc, il y a un problème réel. Un problème que les gens ne veulent pas véritablement s'approprier la République, s'approprier le Cameroun. C'est comme si on a abandonné le Cameroun entre les mains d'un groupuscule qui en fait ce qu'il veut. Mais maintenant, comment nous on fait pour retirer le Cameroun de leurs mains? Vous avez parlé de la coordination gouvernementale. Mais ça a tué été ainsi au Cameroun. Est-ce que le Cameroun, est-ce que le gouvernement, ceux qui communiquent pour les Camerounais? Non. Ils communiquent pour être vus par celui qui les a nommés. Ils communiquent pour leur chef. Même la réaction de la sortie du ministre, ce n'est pas pour vous les Camerounais. C'est pour dire au chef, nous sommes en train de faire quelque chose. Et après, quand vous voyez toutes ces visites-là, ce n'est pas forcément parce qu'on veut plaire aux Camerounais, on veut dire aux Camerounais, donc taisez-vous, non. Mais ils n'en ont que. Pour eux, vous ne pouvez. Je crois même qu'ils ont dormi les Camerounais, comme on dit généralement, pratiquement dans un place, ils ont compris qu'ils ne peuvent véritablement pas réagir, qu'ils sont amorphes. Donc, chaque fois que ces gens posent des actes,
qu'on appelle communication gouvernementale, moi j'ai l'impression qu'ils communiquent pour leur chef, pour dire au chef, moi j'ai fait quelque chose, je ne suis pas resté les bras croisés, voyez ce que je fais. Ce n'est pas forcément parce qu'ils veulent rendre compte aux Camerounais de ce qui se passe. Mais nous, on plaît pour ça nous rendre compte. J'ai quand même vu dans le cas de Sadi, il y a des gens qui sont sortis pour dire, mais que dit Sadi? On n'est pas d'accord, on attend sa sortie et on l'a vu sortir. Et même après la première communication, sa première sortie, les gens ont dit, ce n'est pas normal, ce n'est pas une telle communication qu'on attendait. On a vu qu'il en a fait une deuxième qui était un peu plus correcte que la première. On a, sur ce plateau, Franck ici a parlé du ministère de la Justice. Est-ce qu'il y en a un dans ce pays? Il y a les procureurs. Oui, il faut les interpeller afin qu'ils prennent leurs responsabilités. Quand il y a un cas de mort, un cas où c'est passé, on n'attend pas le ministre de la Communication à la communication. On attend que ce soit un procureur qui prenne les devants ou encore le ministre de la Justice. Mais au Cameroun, donc, on doit continuer à les interpeller. À leur dire, on les met face à leurs responsabilités. Peut-être que si on le fait, ça pourrait bouger. Les journalistes le font déjà suffisamment. Ce plateau, c'est un tel plateau organisé. C'est déjà pour dire à ces gens, vous devez prendre vos responsabilités. Maintenant, il revient aux Camerounais, aux citoyens, de prendre aussi leurs responsabilités. Il ne faut pas seulement attendre quand ça arrive, par exemple, pour s'indigner. Parce qu'il ne faut pas attendre seulement le moment venu pour s'indigner. Il faut aussi éviter les indignations sélectives. D'accord. Parce que quand c'est pour Zogo, on est suffisamment organisé, mobilisé. Mais ce n'était pas le cas avec Ouazizi. Alors Franck, je rappelle que dans le cas de Stand Up for Cameroun, une organisation qui réunit un certain nombre d'acteurs politiques, société civile et bien d'autres, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions des droits de l'homme et des libertés. Mais je veux dire, chaque fois que vous constatez que les libertés sont violées, moi je voudrais comprendre qu'est-ce qui fait le blocage pour que la tendance ne soit pas inversée. Je veux dire, au regard des freins que vous avez observé, les conclusions qui montrent que les pouvoirs publics ne mettent pas tous les moyens en branle pour que les libertés soient respectées. Qu'est-ce qui empêche la tendance inverse? Qu'est-ce qui empêche, si c'était le rapport de force, qu'est-ce qui empêche que l'opinion se saisisse de ces questions, les dise, il y en a marre, on va tout faire pour bénéficier de toutes les libertés que nous offre la loi? Votre question est bienvenue parce que ça permet peut-être de rappeler les constats que nous avons faits, les facteurs explicatifs d'une forme d'apathie. Le thème qui est souvent utilisé, c'est le thème de zombification. Parce que l'image du zombie est intéressante parce que le zombie, c'est un mort-vivant. Et rappelez-vous, ceux qui font le système éducatif camerounais, il y a un cours de sciences naturelles en troisième où on vous apprend des actes réflexes avec la grenouille. Quand on pique une grenouille, elle réagit. Donc ça, c'est un corps normal. Mais quand vous êtes un zombie, un mort-vivant, on vous pique, vous ne réagissez plus. Donc les Camerounais, en tant que corps social, sont un peu peut-être considérés comme une forme de zombies, en ce sens qu'on coupe l'eau, on coupe l'électricité, on détourne l'argent public, on les nargue au quotidien, on assassine leurs fils et leurs filles. Les gens sont toujours dans le « ouais, on va faire comment ?» Alors, qu'est-ce qui explique ça? Je crois qu'il y a beaucoup de raisons. Mais celles sur lesquelles nous avons un contrôle et celles sur lesquelles on a décidé de travailler, c'est d'abord, l'ignorance de leurs droits. Je crois que beaucoup de gens considèrent que toute personne qui a l'autorité, qu'elle soit traditionnelle, qu'elle soit administrative ou politique, a tous les droits. Il y a très peu de Camerounais, à part le sens naturel de la justice, qu'il y a des choses qui sont mal, il y a des choses qui sont bien, ne savent pas qu'ils ont des droits. Ne savent pas qu'il y a des procédures qu'ils peuvent engager lorsqu'ils sont mis en difficulté. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ceux qui gèrent les institutions entretiennent cette ignorance et eux-mêmes sont les premiers à abuser justement de toutes les failles du système pour ne pas appliquer les lois. Tout à l'heure, M. Fongan disait qu'il faut peut-être réviser la loi de 90, il faut réduire par exemple, il faut enlever le délit de presse, ce genre de choses. Je suis pour les avancées sur le plan légal, mais ce qui est en cause au Cameroun, ce n'est pas les lois qui sont si mauvaises que ça, mais c'est qu'on est dans l'impunité, c'est-à-dire que les gens décident de ne pas appliquer la loi. Prenez un exemple frappant qui est le code de procédure pénale. Le code de procédure pénale décrit l'ensemble des règles, la procédure qui, dans chaque contentieux, doit suivre justement la conduite de ce contentieux, que ce soit entre individus ou bien vis-à-vis de l'État. Et il est clair que si on ne respecte pas la forme, c'est-à-dire la procédure, le fond n'est même pas engagé. Oui, mais au Cameroun, prenons l'exemple de on vous arrête, vous avez droit à un conseil ou un avocat. Est-ce que c'est respecté? On ne doit pas vous déshabiller, on ne doit pas vous humilier. On doit vous lire vos droits. C'est écrit, hein, ce n'est pas seulement dans les films américains. Au Cameroun, c'est vrai depuis des années. Ce n'est pas appliqué. Donc, ceux qui sont en charge ont écarté les lois et ont normalisé cet écart-là. C'est ça qui applique.
vous allez, quand vous allez vous plaindre, Martinez Zogo allait dire au secours devant la gendarmerie. Chaque jour, des Camerounais vont dans les gendarmeries, dans les commissariats de police. On leur demande le carburant. On leur demande de payer toutes sortes de frais qui sont illégaux. Donc quand les forces de l'ordre dont on parle là, c'est l'ordre légal, sont les premiers à organiser le désordre, c'est-à-dire le non-respect des lois. Comment vous voulez, parce qu'elles ont la force, que le petit Camerounais se sente en sécurité? Maintenant, ce que nous voulons dire, ce qui est essentiel, et c'est ça le cœur de notre travail, c'est il faut dénoncer. C'est pourquoi nous faisons des rapports, c'est difficile. Il faut communiquer, nous vous remercions, parce que chaque fois vous nous donnez l'occasion de dire ce qui se passe. Mais surtout, et c'est par rapport à Martinez Zogo, moi je suis venu ici pas pour débattre de le régime est mauvais, etc. Je ne m'adresse pas à des gens qui sont des criminels. Moi je m'adresse aux mamans, aux papas, aux jeunes qui nous regardent, qui désespèrent de leur pays. Moi avant de venir ici, j'ai reçu, quand j'ai annoncé que je passais, j'ai reçu 5 coups de fil de membres de ma famille qui me disent « S'il te plaît, ne va pas parler de ce sujet sensible ». C'est ça le problème. C'est un acte terroriste parce que ça instille la peur dans les gens. Donc moi je suis venu dire aux gens que imaginez votre enfant. Si un criminel vient, il tue votre enfant ou il menace de tuer votre enfant, est-ce que vous devez être neutre dans une telle situation? La seule manière de construire un Cameroun différent, c'est se mettre à la place des gens qui aujourd'hui font la une. Martinez Zogo, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être votre frère. Vous auriez voulu qu'on tue votre enfant, on tue votre frère, on tue votre collègue, et vous soyez tranquille, vous dites que non, je ne veux pas les problèmes. À un moment, il faut faire face. En tant que femme, en tant qu'homme, on ne peut pas continuer à jongler pour les petits intérêts. Que signifie vivre si on ne peut pas défendre la vie? Donc à un moment, tous les analyses, ce n'est plus de ça qu'on a besoin. On a besoin de parler à des gens qui sont affectés spirituellement, qui sont, j'ai envie de dire, zombifiés, pour leur dire que c'est le moment de se réveiller. Donc moi, je ne vais pas faire dans les longs discours pour dire que demain, vous avez appelé en tant que syndicat à exprimer la solidarité et à exprimer l'indignation en se mettant en noir. Tous ceux qui écrivent sur les claviers, là, qui nous regardent, là, on ne vous demande pas l'extraordinaire. Mettez-vous en noir. Moi, j'ajoute, en dehors de ce que le syndicat dit, mettez-vous en noir, prenez une photo. Vous avez des téléphones, ce n'est pas seulement pour suivre les buzz. Publiez votre photo pour dire « je m'appelle tel, je suis Camerounais et je dis que ce qui arrive là, je suis contre ». Si vous ne faites pas ça, comment ceux qui ont le courage, comme nous, de prendre les devants pour initier des changements, on va avancer? Aidez-nous à vous aider. Donc, moi, j'appelle les gens à passer à l'acte. Et l'acte aussi, c'est connaître ses droits et c'est saisir toutes les institutions. Ces gens qui sont au pouvoir ne vont pas appliquer les lois si on ne les pousse pas à les appliquer. Tout notre discours, ça ne sert à rien. D'accord. Alors, Jean-Claude, je sais que vous avez beaucoup de choses à ajouter, mais avant de répondre... je voudrais mettre une question. Qu'est-ce qui peut justifier qu'à date, le procureur ne se soit pas encore exprimé sur le sujet? Le maître des enquêtes, l'ordonnateur du processus qui doit nous permettre de voir plus clair. Ah ben, lorsqu'on dit qu'une enquête est en cours, l'enquête doit être en cours quand même. Est-ce que les scientifiques d'abord en ont déjà terminé? On peut balayer d'un revers de la main, dire on veut savoir le genre de mort, mais les médecins légistes doivent nous dire. Oui, mais je veux dire que on peut essayer d'emprunter à ce qui se fait ailleurs. Même au moment de l'ouverture de l'enquête, le chef de la procédure aurait pu dire, écoutez, d'abord il aurait pu annoncer déjà la découverte du corps, on a découvert un tel corps, tous les signes montrent que, les témoignages que nous avons pu recevoir indiquent qu'il y a une chemise, il y a une chaussure, ça porte à croire que, bon, maintenant nous avons ouvert une enquête. Je veux dire que ça aurait été, même si il ne donne pas forcément le niveau d'avancement de... Est-ce que c'est pas un élément justement d'inquiétude que de dire que c'est le gouvernement qui communique sur une affaire judiciaire, si tant il est que les pouvoirs ne sont pas forcément, ou alors les pouvoirs sont séparés? Là, vous êtes en train d'évoquer le ministère public, non? C'est pas le gouvernement, vous évoquez le ministère public, c'est pas le gouvernement. Vous dissociez maintenant. Je vous laisse répondre. Le procureur est sous l'autorité de qui? C'est le ministère public, non?
Et il est sous C'est le l'autorité de qui? gouvernement, non? Oui, alors. Mais pourquoi alors maintenant, lorsque le gouvernement communique... Il y a vous des dites corps que- spécialisés et qui ont mandat pour faire ça. Quand par exemple, il y a eu Monseigneur Bala, c'est pas un procureur qui s'est prononcé. Qui peut le... La jeune Cynthia Fiangang, machin, c'est pas un procureur qui s'est saisi de l'affaire. Je vous laisse répondre. Je veux juste comprendre. Qui peut le plus, peut le moins. Édifiez-nous. Est-ce que si, lorsqu'un ministre, par exemple, devait prendre parole, et peut-être la communication est faite par le Premier ministre, vous allez nous dire que le Premier ministre n'est pas en droit de pouvoir le faire. Ou bien, lorsque le président de la République décide de communiquer, vous allez nous dire qu'il ne sera pas en droit de le faire. Non, il faut qu'on cesse de jouer à ces petits balles de ping-pong. Et autre chose encore, imaginez que traiter le peuple camerounais et les Camerounais de zombies, de traiter des gars amorphes, c'est soit vous avez de la méconnaissance par rapport à ce peuple camerounais, soit vous ne le connaissez même pas. Parce qu'en réalité, je vous rappelle que chaque fois où les intérêts de ce peuple-là ont été menacés, ce peuple camerounais-là, il s'est soulevé. Et les gouvernants, ceux qui se sont relayés ou bien ceux qui sont actuels, ils savent ce qu'on appelle les lignes rouges à ne jamais franchir par rapport à ce peuple. Je peux vous rappeler des petits faits historiques. Vous allez voir que les Camerounais se sont soulevés lors du maquis. Ils n'ont pas eu besoin de beaucoup de choses. Ils y étaient. Un gars du LDPC. Vous allez voir que, vous allez voir que les Camerounais ont condamné la tentative de push du 6 avril. Donc les jeunes du MSC qui sont en prison. Vous allez voir que les Vous les considérez Camerounais... comme le peuple camerounais. Vous allez voir que les Camerounais, lors des événements des villes mortes, c'était des Camerounais. Vous allez voir que les émeutes de la faim, le 2008, c'était les Camerounais. Ils n'avaient pas besoin des CPP. Donc mes camarades camarades qui sont en prison là, c'est le peuple. C'est l'information du jour. Si vous pouvez nous permettre de débattre, on va débattre. Mais si vous voulez jouer aux intéressants et à nous représenter du réchauffé, ou le CPP qui a échoué, par exemple, avec le vendredi noir et tout, et vous voulez faire du populisme de la récupération. Ce qui n'est pas un sujet politique et de la récupération aujourd'hui. Alors, dites-nous que vous voulez nous dire que c'est un sujet politique aujourd'hui. Non, revenons sur le... Nous sommes venus débattre pour le sujet politique de Martinez. La parenthèse le CPP qui ne sait même pas exactement nous faire comprendre aux Camerounais quelle est sa véritable ligne. Vous naviguez à gauche et à droite. Nous parlons de liberté. Je vous voilà, remettons-nous sur le chemin. Alors, donc, ça montre que traiter le peuple camerounais d'un peuple amorphe et de zombies, ça veut dire qu'ils ne savent pas. Vous avez des notes. Ils ne savent pas exactement. Parce qu'en fait, ce peuple-là, il sait exactement dire au gouvernement ce qu'il veut. Alors, posez-vous les questions qu'il faudrait vous poser à l'inverse. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous faire entendre, à vous faire comprendre auprès de ce peuple-là? Vous ne pouvez pas éternellement utiliser le même disque pendant 10, 20 ans, 30 ans en disant « Oh, ils sont instrumentalisés, oh, ils ne comprennent rien, ils sont infantilisés, on achète leur conscience, ainsi de suite, c'est des bœufs votants. » Tous ces éléments-là, c'est parce que vous bottez tout simplement en touche le fait qu'il n'y a pas une pertinence de votre message. Parce que vous n'arrivez pas, effectivement, à percer ce peuple-là. Et le jour où vous allez comprendre comment on arrive à toucher ce peuple-là, vous allez comprendre que le peuple camerounais est loin d'être amorphe. Le peuple camerounais, ce n'est pas du tout ce que vous pouvez imaginer. La preuve en est que partout où un Camerounais est, même à l'étranger, on sait qu'un Camerounais ne s'amuse pas avec lui. Bon, ici, par rapport à ce cas, quoi qu'on dise, là où nous sommes, condamnation de ceci, condamnation de cela, nous nous indignons d'abord, mais nous disons qu'il nous faudrait les conclusions de l'enquête. Nous disons qu'il nous faudrait que les coupables soient connus. Mais ça ne voudrait pas dire que vous avez déjà, M. Francis, et si vous avez déjà le coupable. Le coupable est tout trouvé. C'est le gouvernement, c'est l'État qui n'a pas fait ce qu'il faut faire.
soit. Mais aux États-Unis, il y a des morts toutes les minutes. Et ça veut dire que là-bas, ce n'est pas le gouvernement qui est responsable? Je ne sais pas si ce gouvernement n'a pas les moyens ou bien ne fait pas ce qu'il faut faire pour protéger un citoyen américain. Mais c'est pour vous dire également que vous connaissez un État où il y a un policier derrière chaque citoyen? Hors sujet. Ah oui, là c'est hors sujet parce qu'en réalité, lorsqu'il y a eu un élément de défaillance ou bien lorsqu'il y a mort, vous allez forcément accuser ce gouvernement. Même lorsque vous savez très bien. Garant de la sécurité de ce citoyen. Pour expliquer ce qui s'est passé à la gendarmerie. Le gouvernement est garant. Là, même jusque-là, vous n'avez pas tout à fait tous les faits. Édifiez-nous. Je vais vous édifier sur quoi lorsqu'une enquête ne nous a encore rien dit. Il faudrait que nous ayons les éléments de cette enquête. Vous, peut-être. Il y a des témoignages. L'expertise ne peut qu'être remise en cause par une contre-expertise. Si M. Franck ici et le CPP ont déjà mené leur enquête et leurs conclusions à travers leurs experts de la criminologie ou bien de ceux qui suivent le grand banditisme, dites-nous exactement ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à l'assassinat de Martinez Zogo. Et à partir de ce moment, mais vous avez déjà pris 3 tours de parole, vous n'arrivez pas à nous dire. Ah si, c'est une question rhétorique, je vous à partir de ce moment, si vous avez ces conclusions, on aura tout simplement soit à accepter, soit à apporter une autre contre-expertise. Mais de là où nous sommes, là, personne ne le sait pour l'instant. Et on est en train de dire qu'il faudrait que la lumière soit faite. Effectivement, la lumière doit être faite. Parce que ce qui arrive à ce citoyen peut arriver à n'importe qui. Et dans ce pays où nous avons un foisonnement des médias et des journalistes et ceux qui exercent les libertés individuelles, on ne peut pas dire que nous sommes un État où il y a un recul de l'exercice des libertés. Par contre, on est plutôt en train de dire qu'il faudrait même un encadrement dans le sens même de cette expression de liberté. Parce qu'en réalité, certains nous montrent déjà les dérives et vivent dangereusement. D'accord. Alors, oui, Mathieu. Oui, je voudrais dire que le représentant du RDPC a fait une description du peuple camerounais qui me semble, sur le plan historique, n'est-ce pas, assez proche de la réalité. C'est un peuple véritablement qui a toujours su reprendre présent dans l'histoire de ce pays au moment où véritablement le destin de la nation l'interpellait. Je me souviens des dates historiques, 1945, 1955, il a évoqué, ensuite les années 70, en plus en 1990 et après 2008, plus proche de nous. Donc c'est vrai, c'est justement parce que le régime RDPC connaît les capacités du peuple camerounais qu'il pense qu'il doit utiliser tous les moyens de coercition possibles pour le brimer. Parce qu'il faut savoir que le peuple camerounais est en Afrique noire l'un des pays, n'est-ce pas, qui a décidé de prendre les armes pour combattre le colonisateur. Ça veut dire que c'est un peuple vaillant, c'est un peuple courageux. Et connaissant cela, le régime actuel, qui est la continuation du régime précédent qui a mené toutes les répressions, n'est-ce pas, dans ce pays pour brimer, pour détruire, pour combattre le nationalisme camerounais, il connaît donc toutes les méthodes qu'il faut utiliser pour maintenir le peuple, n'est-ce pas, dans la brimade en permanence, afin de taire toute volonté, n'est-ce pas, de se battre ou alors de dénoncer l'injustice. Voilà pourquoi il y a des cas comme ceci. Je vous dis que c'est un message qui est envoyé. C'est clair. Et regardez l'émotion qui habite les Camerounais aujourd'hui. Chacun perçoit qu'on lui a adressé un message que s'il s'amuse, voilà le sort qui pourrait lui être réservé. Vous voyez les journalistes mobilisés, vous voyez tous les plateaux aujourd'hui, ils sont habillés en noir. Vous voyez l'émotion, vous voyez l'indignation de toute la classe politique. C'est parce que chacun perçoit qu'il y a un message qui a été adressé aux Camerounais. Et voilà pourquoi, conscients de cela, les Camerounais doivent se mobiliser. Dans d'autres pays, on aurait vu des manifestations dans toutes les rues pour dénoncer et pour condamner cela. Donc, il faut que ce peuple qui est vaillant, ce peuple qui, sur le plan historique, a déjà démontré son courage,
continuent dans ce sens-là. Et ils savent que c'est un cycle. La lutte est un cycle. Il y a les moments, ceux qui ont analysé la lutte des peuples savent qu'il y a un moment de flux, il y a un moment de reflux. Donc, il y a les moments où le peuple, n'est-ce pas, décide que, ok, trop c'est trop. Ça, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. On ne peut plus continuer comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la mobilisation qu'on voit, ce sont les prémices, n'est-ce pas, d'une plus grande mobilisation qui se prépare. Et je vous dis, aujourd'hui, nous sommes dans une phase transitoire. Voilà un régime qui est en train de partir. Les batailles qu'on voit là sont des batailles de clans. Ça annonce des moments... Je me rien de dire que le régime partira aussi. Hein. Non, écoutez... Ce régime va partir si nous voulons qu'il parte. Je suis pas sûr que Jean-Claude Lutte et ses camarades sont prêts à vous laisser... Non, ce régime va partir si nous voulons qu'il parte. Je sais que les Camerounais veulent qu'il parte. Et voilà pourquoi aujourd'hui toutes les batailles de clans sont en train de se déclencher. Ça, ce sont les clans qui se battent au sein du 71,28% des voix favorables. 71,28%. On connaît ces résultats. Vous n'allez pas venir nous parler de ces résultats. Je voudrais vous demander à tous. Là, on connaissait aussi les résultats. On a fait le constat tout à l'heure. Il y a quand même un certain nombre d'enquêtes qui sont toujours dans le placard. Quelle est la garantie que cette enquête-ci peut aboutir à élucider définitivement ce qui s'est passé et probablement interpeller les responsables? Charles. Je crois que ce qu'on attend, ce n'est pas qu'on puisse vraiment avoir les vrais coupables. Pourquoi? Parce que bien sûr, on a livré les coupables, mais ce n'est pas les coupables. Il suffit de choisir 2-3 personnes qui acceptent de porter le chapeau. Ça existe. On a eu à vivre cette situation dans ce pays. Mais les vrais coupables, parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des commanditaires. Le problème, ce n'est pas tant le coupable, la main, les exécutants, là. C'est ceux qui sont derrière cela. Et pourquoi? Parce que ça qui serait intéressant. Quand vous dites livrer, à qui est-ce qu'on va livrer? Quand vous apprenez simplement qu'il y a des personnes qui ont été condamnées dans le cadre de cette affaire et qui sont en prison. Mais maintenant, quand on parle d'enquête, normalement, quand on parle juste quand on dit qu'on a institué une commission comme une enquête, on attend quand même qu'il puisse y avoir des commanditaires, que le mode opératoire soit sûr. On attend un ensemble d'informations. Mais dans le cas d'espèce, chaque fois qu'on annonce au Cameroun qu'une commission d'enquête a été mise sur pied, c'est pour enterrer l'affaire. Hein. Ça, c'est clair. Je crois qu'avant, on disait ici que si on veut compter un nombre de commissions d'enquête qui ont été mises en place, la liste est suffisamment longue, que peut-être que ce qui arrive là va venir également s'ajouter. Mais nous, on peut se mobiliser pour avoir véritablement les ressources d'enquête-là. C'est-à-dire que si on reste en haleine, sur toutes les semaines, on demande, on a aujourd'hui les réseaux partout, on revendique les ressources d'enquête-là. Si on le fait de façon systématique, pendant 52 semaines, 1 an, on fait également l'année d'après, s'il n'y a pas, je crois qu'on finirait par voir cela. C'est pour ça qu'ils vont créer ce rapport de force-là, qui va obliger ceux que nous avons en face, les gouvernants, à véritablement nous livrer les coupables. Parce que le problème, c'est de savoir si aujourd'hui, peut-être parce que vous avez dit des choses qui n'arrangent pas un tel, celui-là peut se décider, je ne sais pas, choisir ses babous qui vont aller vous exécuter. C'est ça que les Camerounais doivent savoir. Si c'est bien, ce garçon a été exécuté simplement parce qu'il a eu, dans le cadre des émissions, peut-être s'est attaqué à un point du régime. On veut savoir cela. Ou peut-être à un citoyen ordinaire. On veut savoir cela. Pour comprendre à quel niveau, au niveau de gravité, au niveau des violations d'état de droit dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc c'est cela qui nous intéresse. Mais maintenant, si vous dites qu'on croit vraiment, si on s'en tient aux expériences passées, on n'a aucune assurance. Rien ne nous rassure. Franck. Moi, je crois que ça fait... On a découvert le corps le 22. Il a disparu, je crois, le 16 ou le 17. Donc je crois que le niveau où nous devions être aujourd'hui, ce n'est pas de répéter ce qui s'est dit dans notre plateau, mais plutôt d'aider ceux qui nous regardent à avancer et à poser des actes concrets. Donc je réitère, la meilleure manière de montrer vraiment son indignation, c'est de se mettre en noir comme les journalistes l'ont demandé. Et nous on demande depuis, contrairement à ce que quelqu'un dit, tous ceux qui pensent que le pays mérite d'être mieux géré, qui sont indignés de la façon dont il est géré actuellement, se mettent aussi en noir les vendredis. Et je suis stupéfait par la réécriture de l'histoire et la falsification en cours devant nous, qui consiste à, de la part du représentant d'un régime qui a tué les combattants pour la liberté,
pour l'indépendance, qui a tué les combattants et emprisonné pour les années 90, qui a traité les jeunes de 2008 d'apprentis sorciers. Moi, je suis un enfant de 2008 en passant, d'apprentis sorciers, qui garde en prison au moins 1000 personnes que nous avons identifiées avec des noms d'identité très précises, dont quelques centaines d'un parti politique qui dénonçait la même chose que Martinez Zogo. Peu importe les raisons, les motifs, dénoncés aussi sur la mauvaise gouvernance, viennent nous dire que nous, on ne connaît pas qui est le peuple. En fait, ils sont contents d'un peuple qui suit et qui après accepte et avale leur écriture de l'histoire. Nous sommes en train de dire à ce peuple-là que ça, nous sommes à un tournant. C'est la nuit, comme on dit, des longs couteaux. C'est-à-dire que c'est le moment où les gens qui veulent remplacer Paul Biya sont en train d'utiliser tous les moyens qu'ils peuvent pour se donner des coups entre eux. Mais ce faisant, ils nous menacent tous. Ils nous mettent tous en danger. Tout à fait. Ils compliquent nos vies. Parce que les détournements dont on parle, ne parlons pas comme si on parlait en l'air. C'est-à-dire, ce monsieur qui est mort parlait de certains détournements qui ont été dénoncés par des députés, qui ont été dénoncés par des organisations de la société civile. Il faut qu'on parle des vraies choses. Notre argent. Donc, si on veut donner un sens à la mort de ce monsieur, 1, demain on se met en noir. 2, on soutient toutes les initiatives qui obligent à ce que justice soit faite. Et ici, il ne faut pas faire les analyses. Est-ce que ce sera comme dans le passé? On doit plutôt se poser la question, que devons-nous faire concrètement pour que les personnes en charge de nous dire la vérité le fassent? Donc, pour les journalistes, ce n'est pas de dire on va faire des stratégies structurées à long terme de plaidoyer. Non. Quelle est la pression réelle, concrète qu'on va mettre sur les décideurs en se fondant sur les lois du Cameroun pour avoir la vérité? Pour nous, les partis politiques, pour la société civile, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Comment convertir la convergence de condamnation en convergence d'action autour des principes qui nous définissent en tant que Camerounais? Je dis concrètement. C'est la seule question, c'est la seule énergie qu'on doit avoir. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que l'histoire ne se répète pas? Pour que demain nous ne soyons pas une des victimes? Parce que si on laisse le pays entre les mains de ces gens-là, personne d'entre nous n'est à l'abri. À moins de devenir maintenant une serpillère qui se couche et qui ne dit plus rien. C'est la seule question. La seule question. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Le reste, c'est le bavardage. Et quand maintenant on dit qu'il faut passer de l'indignation, de l'émotion numérique à l'action, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'avez pas le courage personnellement de mener une action, vous voyez comment ceux qui sont en train de mener, vous pouvez les soutenir financièrement, matériellement, en idée. Ceux qui ne peuvent pas se mettre ouvertement pour aider derrière. Mais il faut que le pays ne tombe pas dans la dérive là. Parce que quand tout se gâte, personne n'est à l'abri et c'est les plus pauvres qui souffrent. Mathurin, Oui. la question de tout à l'heure, comment inverser cette tendance ou plus de liberté face à ce que tout le monde dénonce comme une restriction des libertés? Et aussi le sort qui sera dévolu à l'enquête. L'enquête il est tout à fait facile de comprendre que vitalement c'est une technique, n'est-ce pas? Ils ont eu à le faire sur un cas, sur 2 cas, sur 3 cas, n'est-ce pas, pour enterrer les affaires. Donc, il y a eu des assassinats ici, on peut en énumérer plusieurs. Monseigneur Yves Plumet, l'abbé Mbassi, on a tout à l'heure parlé de Jules Koumkoum, on a parlé de Ouazizi. Donc, la plupart des assassinats qui ont eu lieu ici au Cameroun, qu'ils soient des assassinats politiques ou alors tout autre assassinat, n'est-ce pas, qui ont défrayé la chronique. Lorsqu'on a ouvert on a créé des commissions, ou on a ouvert des enquêtes, on a l'impression qu'on n'ouvre pas les enquêtes, on couvre les enquêtes. On couvre les enquêtes pour camoufler des choses ou alors pour protéger un certain nombre de personnes. Il y a des gens, en fait, quand on commence une enquête, on se pose souvent la question à qui profite le crime. C'est l'introduction de toutes les enquêtes. Donc, quand on se pose la question à qui profite le crime, on mène maintenant l'enquête, on commence à interroger au moins certaines personnes. Hein, ces personnes-là peuvent s'expliquer, se dédouaner, on continue. On montre évidemment à la population, au moins qu'on a commencé une enquête. Il ne suffit pas de publier un communiqué pour dire qu'une enquête est ouverte et que tout le monde accepte que oui, l'enquête a été ouverte. Non, il faut poser les actes,
commencer à interroger ou à convoquer un certain nombre de personnes, montrer au moins que, n'est-ce pas, on est en train déjà de travailler. Ce n'est pas le cas, il s'agit tout simplement des discours. Donc pour nous, ça ne nous rassure pas. Et ça ne nous rassure pas, et voilà la raison pour laquelle je pense que les Camerounais doivent se mobiliser pour demander, pour exiger justice. C'est tout. Si on se dit qu'on n'a pas en fait de nous un gouvernement qui nous a habitués évidemment à se battre afin de nous révéler les conclusions des enquêtes ou alors de défendre nos intérêts. On a un gouvernement qui défend les intérêts des clans, défend les intérêts des groupes. Donc, à nous de nous battre. Et comme les Camerounais ne sont pas trop syndiqués, voilà la vie qui est chère, on n'arrive pas à faire chorus, n'est-ce pas, pour nous battre, pour dénoncer, afin que les mesures soient prises. Voilà maintenant des assassinats. Même dans le corps des journalistes, ils ne sont pas suffisamment syndiqués, n'est-ce pas, pour pouvoir véritablement faire corps et se souder pour se mobiliser. Et quand il n'y a pas de syndicats et que les gens ne peuvent pas véritablement adhérer à des syndicats pour se défendre, c'est le peuple qui est divisé. Il n'y a pas suffisamment de force pour pouvoir déplacer et faire mouvoir le gouvernement. C'est la sérénité des conclusions éventuelles de cette enquête. La question est de savoir est-ce que les uns et les autres sont même d'abord à même d'accepter les conclusions de l'enquête. Parce que à suivre M. Charles Cacharel, vous voyez déjà, il nous dit on va bientôt nous présenter les coupables, mais ils ne sont pas les coupables. Donc, c'est pour vous dire déjà d'office. Vous préparez l'opinion dans le cas où l'enquête dirait, par exemple, que, bon, écoutez, c'est un règlement de compte entre un auditeur qui n'était pas très content et qui. Vous dites que. En fait, vous nous préparez à une hypothèse de. Je ne peux pas rien du tout. D'accord. J'ai confiance tout simplement aux conclusions de l'enquête. Mais je suis tout simplement en train de dire que, par expérience aussi, nous avons observé dans le monde qu'un certain nombre de crimes qui ont passionné et ému le monde, habituellement, les conclusions de ces enquêtes-là nous ont souvent refroidi et dessus. Je vous prends un exemple. Il y a un assassin d'un président de la République qui avait été arrêté. Après, on a demandé, mais pourquoi tu avais tué le président de la République? Il a tout simplement dit qu'il était trop vantard. Mais on se posait la question. Pourtant, au départ, on voulait savoir s'il y avait une conspiration, une bande de terrorisme, une forme de coup d'État, et ainsi de suite. On a connu la mort de la princesse Lady Diana, où les uns les autres ont imaginé conspiration, le gouvernement, de ceci, de cela. Après, les conclusions d'enquête ont révélé plutôt que la voiture et les paparazzis, et ainsi de suite. C'était un peu décevant par rapport à ce que les gens s'attendaient. Parce que, comme là, par exemple, tout le monde voudrait un coupable immédiat, que ce soit peut-être le gouvernement ou bien les différentes institutions étatiques de ce gouvernement et tout. Si 2 mois après 2 mois, il se révèle que peut-être c'est une concubine qui n'était pas contente, ou bien c'est ceci, cela, ou bien c'est un voisin qui réclamait, ça va, tout simplement, on va dire, ah non, c'est pas la vérité. Donc, soyons un tout petit peu prudents par rapport à tous ces éléments-là, parce qu'en réalité, l'être humain est complexe. Au-delà de l'exercice du métier de journalisme, nous vivons dans la société. Nous sommes des pères de famille, nous sommes des voisins, nous sommes des conducteurs de véhicules, nous sommes des conducteurs de mototaxis, et ainsi de suite. Nous sommes des usagers, nous utilisons, nous vivons. Et les éléments d'ordre conflictuel qui peuvent conduire à l'assassinat ou bien à menacer ou bien à mettre en danger nos vies, ça peut aussi venir de partout. Alors, maintenant, est-ce que nous sommes prêts à ce que si on nous révèle, c'est pour cela que vous avez posé la question de savoir, je vais vous rappeler que toutes les commissions d'enquête ont toujours abouti par des rapports d'enquête. Mais maintenant, il existe la notion de classification d'informations.
il existe le fait aussi que le rapport est souvent destiné parfois à qui de droit. À partir de ce moment-là, aller questionner et savoir si ces différentes commissions d'enquête n'ont pas de rapports. Toutes ces commissions d'enquête ont eu des rapports. Sinon, l'enquête n'est pas close. Sinon, ça voudrait dire qu'elle est toujours ouverte. Mais si l'enquête est close, ça voudrait dire qu'elle se clôture par un rapport. Mais maintenant, est-ce que ce rapport est forcément mis sur la scène publique ou bien est-ce que ce rapport correspond-il aux attentes de ce public qui a sensation ou bien des uns des autres qui voudraient du sensationnel? On ne sait pas. Merci. Donc, à partir de ce moment, nous disons que acceptons et faisons confiance à ceux qui vont mener l'enquête. Tout compte fait. En se disant qu'ils sont des professionnels aguerris, qui sont tous des indignés par rapport à cette injustice, s'il y a une injustice, par rapport à cet assassinat, parce qu'il y a mort d'homme, et que nous puissions être à même de pouvoir accueillir la conclusion de cette enquête-là. Donc on fait, le Cameroun joue plus que jamais sa crédibilité, évidemment. Voilà. Tout le monde a le regard sur cette question-là. Vous savez que ça a créé un tollé des organisations internationales, les ambassades, les pays amis, mais pratiquement le regard est évidemment en direction du Cameroun. On espère effectivement que la justice en laquelle nous avons confiance dira toute la lumière, toute la vérité sur cette affaire afin qu'à jamais les responsables soient ou rendent compte de leurs actes. Cela dit, et Franck l'a rappelé tout à l'heure, le syndicat national des journalistes du Cameroun, le SNJC, appelle donc tous les hommes de médias, demain mercredi, à se vêtir en noir pour marquer le coup, pour interpeller les autorités, pour rendre hommage à Martinez Zogo. Évidemment, nous serons tous ensemble en noir pour nous incliner et surtout défendre les libertés sans lesquelles évidemment nous pourrions exercer notre métier, c'est-à-dire rendre compte des faits en toute véracité et rien que les faits. On va passer au deuxième thème, ce sera juste après la transition. Alors, c'est une forme de jeu de ping-pong. Le Cameroun dément avoir confié à quelques pays que ce soit le rôle de médiateur dans le conflit qui ravage les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le ministre de la Communication a donc réagi après la sortie de la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, qui avait annoncé le 20 janvier dernier organiser des pourparlers entre Yaoundé et les groupes séparatistes. Malgré le démenti de René Emmanuel Sadi, le gouvernement canadien est revenu à la charge pour confirmer que tout compte fait, déjà les partis s'étaient déjà rencontrés. Je vais lire un extrait. L'accord visant, un extrait du communiqué du gouvernement canadien. L'accord visant à amorcer un processus formel constitue un premier pas essentiel vers la paix et vers un avenir plus sûr, plus incisif et plus prospère pour les civils. Et donc, Ottawa a réaffirmé que les pourparlers sont en cours. Cela dit, et je commence peut-être avec vous, Charles. Vraiment, question basique. Au niveau de ces informations que vous avez, y a-t-il médiation? Peut-on dire ce soir, au regard de ce jeu de ping-pong? Et d'ailleurs, il faut le relever aussi, un certain nombre de groupes séparatistes ont dit ne pas prendre part à cette activité-là. Moi, je dirais d'emblée qu'il y a médiation. D'accord. On est habitué à ce jeu-là. Et c'est quand même un jeu malsain auquel se livre le gouvernement camerounais. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que depuis très longtemps, les Camerounais réclament effectivement que les différentes parties puissent s'asseoir sur une table. Et maintenant, s'il y a un début, une velléité de recherche de solutions de paix durable, qu'un ministre, après la sortie de notre ministre, sorte pour dire, mais on se demande bien, à quoi est-ce que cela peut bien nous servir? C'est quel est donc l'enjeu? Quel est l'enjeu de cette sortie? Mais en dessous, je pense qu'effectivement, il y a des pourparlers qui sont engagés, mais que peut-être que le gouvernement de Cameroun avait souhaité que cela soit tenu secret, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à un certain niveau, c'est pas un certain seuil avant de le rendre public, et qui donc peut-être pas tolérer que les Canadiens de leur côté choisissent de rendre cela public. Et quoi qu'il y a quelque chose se fait quand même en sourdine, et nous encourageons vraiment cela. Mais cela peut se faire à l'étranger.
La finalité étant, et c'est que nous souhaitons tous, ce que la paix puisse revenir dans ces régions-là. Moi, j'ai peut-être la chance de faire partie d'une de ces régions. Nous souffrons dans notre chair et que si la paix pouvait revenir, ce serait quelque chose de vraiment de bien. Jean-Claude Fils, y a-t-il médiation? Le Cameroun est-il assis autour d'une table avec certains groupes séparatistes qui, évidemment, sont implantés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? La question n'est pas bien posée. On peut poser la question autrement. Ah, ok. Avons-nous besoin d'une médiation? Ou bien, qui a intérêt à ce que la démarche prise par le gouvernement américain soit niée et occultée dans le cadre de la résolution définitive du conflit des régions du nord-ouest et du sud-ouest? C'est ça la vraie question. Parce qu'au moment où le gouvernement américain a décidé d'arrêter sur son sol tous ceux qui contribuent à la déstabilisation de notre pays et de les traduire en justice, il existe encore plusieurs pays qui hébergent les conspirateurs de la déstabilisation de notre pays. Et le président de la République, son Excellence Paul Biya, en a appelé lors de son adresse à la nation du 31 décembre à ce que les autres pays puissent emboîter le pas des États-Unis et a félicité et encouragé la démarche américaine. Dans le cadre de la démarche américaine, lorsque j'entends les uns les autres dire il y a des deux partis, il n'y a pas deux partis dans le cadre de la démarche américaine. Il n'y a pas deux partis dans le cadre de la démarche américaine. Dans le cadre de la démarche américaine, il y a ceux qui sont les conspirateurs qui veulent déstabiliser et ils sont neutralisés et traduits en justice. Voilà. Et qu'il y a un gouvernement camerounais qui a continué à tendre la main à tous ceux qui veulent le retour de la paix de manière définitive. Nous souvenons-nous que les Camerounais savent se parler entre eux. Souvenons-nous que nous sommes à même de pouvoir nous parler entre nous et que nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas la première fois qu'on entend des velléités médiationnistes. Il y avait déjà le cas de la Suisse. De la Suisse. Alors, mais les Camerounais ont organisé les assises du grand dialogue national avec un certain nombre de recommandations et dont la mise en œuvre aboutit à un certain nombre de choses. On peut se mettre aujourd'hui à dire avons-nous besoin d'autres assises ou bien avons-nous finalisé la mise en œuvre de toutes les recommandations ou bien à quel niveau d'efficacité nous en sommes. Je reprends les mots du feu cardinal émérite Christian Thomy, qui trouvait déjà qu'il y avait un léger mieux. Et effectivement, il y a un léger mieux et un retour à la normale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, malgré certaines velléités et de type maintenant banditisme et terrorisme. Donc, à partir de ce moment-là, il n'est pas question de parler de médiation. Il est question de fermeté. Et le gouvernement canadien, en voulant mettre sur la table les terroristes, les bandits et ceux qui veulent déstabiliser notre pays au même pied d'égalité avec le gouvernement camerounais, ça voudrait dire qu'en réalité, ils n'ont pas compris la démarche américaine. Et c'est là où il est important qu'ils rejoignent la démarche américaine, parce que c'est celle-là qui est la bonne. Et par la démarche américaine, vous allez constater que il n'y a plus de source de financement. Et qui dit qu'on commence à arrêter les commanditaires, les têtes penseurs et les sources de financement, en fait, il n'y a pas meilleure façon de pouvoir terminer un conflit. Ce sont les Américains qui finançaient. C'est-à-dire ils arrêtent tous ceux qui voulaient financer et contribuer au financement du terrorisme. Vous vous souvenez de ceux qui se sont assis à la conférence de Cologne pour pouvoir collecter les fonds. Ces fonds-là étaient destinés à quoi? C'était pour l'achat des armes. Alors, à partir du moment où
si on vous empêche ou bien vous n'avez pas la possibilité de collecter les fonds et vous n'avez pas la possibilité d'acheter les armes, vous ne pouvez pas vous lancer dans un conflit armé. Alors, Mathurin, vous, quelle est l'impression qui vous anime au regard de ce jeu de ping-pong? Ouais, je m'interroge, je me demande d'abord pourquoi est-ce que le gouvernement canadien avait intérêt à faire une telle annonce sans avoir consulté la partie camerounaise. Je pense que ou autrement, pourquoi le Cameroun dément si jamais il a été en contact? Oui, d'abord, première interrogation d'abord, pourquoi est-ce que le gouvernement canadien, n'est-ce pas, fait une telle annonce sans avoir d'abord consulté la partie camerounaise et s'est arrangé, n'est-ce pas, sur un communiqué qui pouvait être un communiqué commun. Donc, aussi, je me dis que si l'intérêt véritablement du gouvernement canadien, c'était de travailler pour la paix, il va de soi qu'une entente entre les deux États, n'est-ce pas, devait d'abord se faire, n'est-ce pas, autour de la communication sur ces négociations-là. Ce qui est clair, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas diriger un État et vous avez des groupes, n'est-ce pas, qui revendiquent une décision et que il n'y ait pas un couloir où vous discutez avec c'est un leader ou bien c'est un leader de ces groupes-là. Il y a toujours des services, que ce soit les services de renseignement, que ce soit peut-être des couloirs dans l'armée, n'est-ce pas, qui essayent d'établir des ponts de discussion, de négociation pour aller vers la paix. Donc, et rendre public ainsi des négociations qui peut-être existeraient, n'est-ce pas, ça amène un peu à se poser la question sur l'intérêt de ce gouvernement-là. Pour moi, nous au SDF, nous avons toujours marqué notre intérêt notamment sur la résolution, n'est-ce pas, pacifique de ce conflit par le dialogue. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'à un certain moment, il fallait donc mettre en état de nuit ceux qui finançaient le terrorisme dans ces zones-là. Nous avons, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, l'honorable Joshua aussi a signé une pétition avec les députés, de cette chambre-là, pour adresser cette pétition au Sénat américain, afin que ceux qui financent le terrorisme soient véritablement mis en état soient neutralisés, n'est-ce pas, soient mis en incapacité de continuer à financer, à envoyer les fonds ou bien les armes aux militants ici au Cameroun. Voilà pourquoi lorsque nous avons appris que le gouvernement américain allait dans ce sens-là, ça nous a réjouis, ça nous a fait comprendre que nous avions raison. Maintenant, pour ce qui concerne l'action du gouvernement canadien, moi je me méfie toujours des actions des États européens. J'ai une méfiance vis-à-vis de ces pays-là, de ces pays impérialistes, vis-à-vis occidentaux, oui, puisque le Canada, c'est l'Occident avec l'Europe. Donc, je me méfie toujours de leurs actions, parce que ils ne posent jamais des actes sans un intérêt. Donc, forcément, ils ont peut-être intérêt dans ce conflit, ils ont intérêt quelque part, et ils essaient de s'y mixer pour des raisons qui sont les leurs. Nous pensons que nous devons aller vers la paix. Ceux qui ont pris les armes et qui ne devaient pas le faire, qui n'auraient jamais dû le faire, doivent déposer les armes. Ils doivent revenir dans la vie civile. On doit discuter et trouver des solutions politiques à la crise. Voilà pourquoi le chairman John Fundi, lorsqu'il est récemment rentré à Bamenda, il a demandé à ceux qui ont commis des actes criminels contre les civils dans cette ville de demander pardon. Il ne s'agit pas seulement de négocier en sourdine avec le gouvernement pour peut-être avoir par la suite des privilèges ou alors des privilèges que ce soit politiques ou bien financiers, mais il s'agit aussi de réparer les torts qui ont été causés à la population. Voilà pourquoi tout cela parce que de toutes les façons, une chose est claire, il y a des négociations qui ont lieu. Peut-être le gouvernement ne souhaitait pas communiquer là-dessus actuellement, afin qu'il y ait une certaine avancée. Mais une chose est sûre, il y a des négociations, elles ont commencé aux États-Unis, elles peuvent se poursuivre ailleurs.
ce qu'on souhaite simplement, c'est qu'elles mènent et qu'elles aboutissent vers un retour à la paix et un retour aux activités normales. Pour deux régions qui sont économiquement sinistrées, mais il faut qu'il y ait un retour véritablement à la paix, un retour à la vie normale dans ces deux régions-là. Donc pour moi, je pense que le gouvernement canadien, il est allé trop vite, n'est-ce pas, en besoin. Normalement, les deux États devraient s'entendre pour communiquer sur des possibles négociations. Alors Franck, je rappelle que vous étiez favorable à une médiation internationale pour que c'est peut-être une équité, une clarté, que les partis puissent s'exprimer et poser sur la table véritablement leurs revendications. Quelle appréciation faites-vous de cette actualité entre le Canada et le Cameroun autour de cette médiation? Déjà en termes de médiation internationale, nous pensons à un collège de sages africains composé de leaders, que ce soit les anciens présidents ou bien des dirigeants qui ont eu à gérer des processus similaires de sortie de crise en Afrique, parrainés bien sûr par des institutions internationales, Union africaine, Nations unies, parce que nous sommes tous membres des Nations unies, et c'est aux Nations unies que, en grande partie, ce problème a été entretenu, créé. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que, mais c'est pas étonnant, c'est pas la première fois. C'est pas étonnant, et ce n'est pas la première fois, parce que le gouvernement est divisé sur la façon de gérer cette crise. On sait qu'il y a des gens qui sont des extrémistes, ceux qu'on qualifie d'être des faucons, qui estiment, un peu comme M. Yout s'exprimait ici, qu'il n'y a pas de négociation quelconque à avoir avec quiconque. Par la force, on va arriver à mater ces gens. Un point, c'est tout. Il n'a pas dit. Je suis en train de résumer, c'est ça l'idée. Vous avez suivi par la force, on va les mater. Et bien sûr, puisque vous êtes convaincu que l'armée camerounaise va les écraser, c'est pas ce que vous croyez? Vous avez du mal à pouvoir faire la synthèse. Ok, allez-y. Corrigez alors si ce n'est pas Mais ça. on vous dit tout simplement que pour pouvoir entretenir un conflit armé, si vous n'avez pas les sources de financement et si vous n'avez pas les armes, vous ne pouvez pas entrer dans un conflit armé. Alors les États-Unis ont compris cette affaire en tuant à la source, tout simplement. Je reviens sur ça. Lorsqu'on vous neutralise les sources de financement, vous ne pouvez même pas démarrer le conflit armé. Cet aspect. Alors vous étiez en train de parler de quoi? Ce n'est pas cet aspect. Je suis heureux de constater que vous reniez cette position. Mais je peux vous dire qu'il y a au moins deux grandes positions. Il y a un camp qui estime qu'il faut mater ces gens et tous ceux qui ne sont pas prêts à déposer les armes et à venir demander pardon et voir dans quelle mesure s'insérer dans les aménagements que le pouvoir central de Yaoundé a commencé à mettre en place. Voilà. Il y a un camp comme ça, on les appelle les faucons. Et il y a un autre camp qui estime que, bien sûr, il n'est pas question de sécession, mais il y a une souplesse, il y a une négociation à avoir. Et rappelez-vous, de façon concrète, à titre illustratif, deux événements. Quand, par exemple, l'actuel Premier ministre nous dit qu'on va avoir un dialogue sur tous les sujets, et que son ministre de l'administration territoriale va le contredire sans conséquence sur une chaîne internationale. Et par la suite, quand on organise le grand dialogue national, on voit que c'est l'option de son ministre de l'administration territoriale qui a été implémentée, c'est-à-dire un pseudo-grand dialogue sans la question de la sécession. On voit bien qu'il y a deux tendances. Maintenant, rappelez-vous quand on a sorti Ayoub Tabé à plusieurs reprises. C'est la question de la sécession ou bien la question Donc, quand on a sorti Ayoub Tabé et on l'a amené justement pour des pré-négociations sous le contrôle de nos responsables des renseignements. C'est le même M. Sadi qui appartient certainement à une des sensibilités qui est sorti pour dire vraiment c'est pas vraiment des négociations et ça a mis fin au processus. Donc on ne peut pas avoir analysé. C'est ça, il appartient au gouvernement, non? Est-ce que j'ai bien dit que ce sont des gens au gouvernement. On peut être 60 ministres, on n'a pas tous la même sensibilité. Puisque je viens de vous montrer que le Premier ministre est mis en difficulté par d'autres ministres, ce qui est inconcevable, ou les chefs du gouvernement, Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas la partie un peu plus flexible qui a effectivement engagé? Parce qu'un État sérieux comme le Canada ne va pas se lever à travers sa ministre et affirmer des choses, alors qu'elle a cité de façon très précise, parce que dans la galaxie des forces séparatistes, les 4 organisations qui ont été citées là, elles ne sont pas toutes. Il y a beaucoup d'autres. Moi, je peux vous dire qu'il y a au moins 10 organisations dans la diaspora et dans les groupes qui sont sur le terrain, c'est entre 20 et 30 qui se repartissent. C'est un parti territorial du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, c'est pour dire que, attention, ce n'est pas par hasard qu'une telle annonce a été faite et ce n'est pas étonnant qu'il y ait eu ce démenti. Et ça nous renseigne simplement sur la carte des acteurs qu'il faut avoir, qui soit plus large. Si on devait résumer en termes de pédagogie, 6 ans après,
pour ceux qui nous écoutent, les forces en présence. On a des gens, de part et d'autre, qui sont partisans de la solution extrême. C'est-à-dire, on a des gens qui disent c'est l'État unitaire, décentralisé. On monte, on descend, on reste que dans ça. Et même si ce n'est pas à la force, on va maintenir cet ordre des choses. Et de l'autre côté, on a des séparatistes qui disent qu'il n'y a plus rien à négocier. Et par tous les moyens, tôt ou tard, on va arracher notre indépendance. Il y a une interview qui venait d'être faite encore par votre collègue de Germinal. Je suggère fortement de lire. Elle est très récente. De Ayoub Tabé en prison. Il est sur cette position. Il continue à dire on aura notre indépendance tôt ou tard. Maintenant, à l'intérieur des deux extrêmes, il y a plusieurs variantes qui sont prêtes à plus ou moins des concessions, qui sont prêtes à plus ou moins d'avancer. Et ce qui se passe, c'est que quand parfois, ceux qui sont entre guillemets des modérés tentent de faire des avancées, ceux qui sont des extrémistes sortent pour casser les dynamiques. C'est simplement ça. Alors, je regrette tout simplement que Franck ici ait fait, n'est-ce pas, tout simplement un commentaire de ce que de toutes les forces en présence sans véritablement dire quelle est leur position au milieu de... Ok, je peux vous répondre. Oui. Merci de me permettre de rappeler. Nous sommes clairs. Nous estimons que la crise anglophone, et même ce qui est le premier sujet, les massacres des journalistes et tout ça, ne pourront pas être résolus si on ne réforme pas l'État du Cameroun. Une crise de sécession, c'est-à-dire qu'une partie des Camerounais qui veulent se couper du Cameroun, c'est la rupture du contrat fondamental qui forme le Cameroun. Nous pensons qu'il faut refonder l'État camerounais. Ce n'est pas l'État néocolonial hérité là qui va maintenir les Camerounais ensemble. Et cette refondation, notre position, suppose d'écarter d'abord le RDPC et le régime de Youth. Étape 1. Étape 2, avec un gouvernement de transition. Écarté par les urnes. Écarté par toutes les voies démocratiques et légitimes populaires. D'accord. Voilà. Et on a des exemples dans plusieurs pays. Toutes les voies légitimes et démocratiques populaires. Bien sûr. Puisque le peuple est l'ultime détenteur du pouvoir. La deuxième chose, c'est qu'il faut des assises. Mais des assises qui permettent de discuter en profondeur des problèmes qui nous ont conduits ici et des solutions. Moi, par exemple, nous, on dit au niveau du CPP que nous sommes d'accord de discuter des injustices qui sont à la base de la justification de votre volonté de sécession. Parce que nous sommes convaincus qu'en discutant de façon concrète de ces injustices-là, que vous vivez, etc., nous pensons qu'une nouvelle forme, une nouvelle nature et forme de l'État permet de résoudre, de prendre ça en charge. Ce qui est différent maintenant de d'autres considérations. Et le dialogue par lequel je termine par là, le dialogue qu'il faudrait aujourd'hui pour le Cameroun, pour cette refondation, ce n'est pas un dialogue simplement entre élites. C'est un dialogue qui partirait des villages, des quartiers, jusqu'à revenir à une assise nationale, pour mobiliser tout le monde. Et c'était le projet initial, on n'invente même rien, de l'UPC, des Oumiobe, qui demandait, avant d'aller à l'indépendance, réunification, assise nationale, avant de passer et validation par le processus d'indépendance. Alors Charles, ça veut dire que l'initiative, il est même difficile de dire s'il y a eu une initiative ou pas, puisque l'un dément à l'autre confirme. On peut dire que c'est un projet mort-né. Je ne pense pas. Je pense que après la sortie du ministre, vous avez vu que le Canada a réagi. Insisté, absolument. A insisté que les assises vont continuer. Quel est l'intérêt du Canada à insister? J'ai dit donc, une façon de dire qu'en fait, au-delà, on ne sait pas si les deux parties jouent un jeu. Se neutralise de façon superficielle, mais en profondeur, il y a des choses qui se font. Ça, c'est clair. Il y a des choses qui se font. Maintenant, je veux dire une chose. Nous avons certes besoin que les Camerounais puissent s'asseoir sur une table et discuter, mais nous ne pensons pas forcément qu'on puisse avoir quelqu'un qui s'assied là pour dire qu'il est le médiateur. C'est parce que le médiateur ici, c'est seulement celui-là qui va peut-être, je ne sais pas, s'asseoir à la logistique, peut-être à la logistique et tout le reste. Vous ne pouvez pas être le médiateur dans un conflit quand vous êtes récusé par un... J'ai dit donc, c'est-à-dire que peut-être c'est eux qui s'occupent de la logistique. Depuis très longtemps, nous avons appelé des Camerounais, pas moi, qui puissent avoir effectivement un dialogue. Au-delà de tout, toutes les crises, les guerres s'achèvent toujours par des dialogues. C'est-à-dire qu'on peut tout comprendre qu'il y a des gens qui n'avaient pas... Le gouvernement estime que son dialogue est dans le dos. Oui, il y a des gens qui n'avaient pas les armes qui les ont pris, ça c'est clair.
C'est-à-dire qu'il y a une guerre qui n'est pas ici, mais qui existe forcément. Donc, au demeurant, au final, il faudrait qu'on s'asseye quand même. Même s'il y a une partie qui réussit quand même à sortir victorieuse, il faut quand même qu'on s'asseye quand même pour élaborer quand même les nouveaux jeux. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on dit qu'il y a forcément deux parties, qu'on soutient une partie. Moi, je suis conscient que c'est le Cameroun et qu'on ne devait pas se retrouver dans cette situation-là. Mais la réalité est qu'on en est là aujourd'hui. Et que malgré tout, au demeurant, à la fin, il faudrait qu'on s'asseye sur une table quand même, qu'on discute. Évidemment, quand on parle de discuter, ce n'est pas forcément discuter de la sécession du Cameroun, non. Peut-être discuter notre vivre ensemble, parce que là aussi, il y a un problème. Aujourd'hui, quand on dénonce tout ce qu'on dénonce là, mais il y a un problème sérieux. Est-ce que nous sommes véritablement Camerounais? Il y en a qui estiment qu'ils le sont moins que d'autres, du fait des injustices. Il faut qu'on discute tout cela. Et quand on parle de discuter, ce n'est pas seulement forcément ceux qui ont pris les armes avec ceux qui sont au pouvoir. On pense quand même qu'il faut élargir, faire intervenir les Camerounais qui ont certainement quelque chose à dire. Mais je n'ai jamais dit ici parce que quand je pense qu'il faut en gestion, on dit qu'on va totalement mettre de côté. On ne peut pas discuter une transition quand même sans le parti qui est au pouvoir. Donc, je ne sais pas si c'est possible. Bon, je ne sais pas si c'est possible, mais dans d'autres pays du monde, on n'a pas vu ça. C'est-à-dire que je n'ai pas compris comment on discute une transition. Est-ce que le parti au pouvoir parle de transition? On parle de transition. On a parlé un peu, quand on dit pas la révolution, on est dans la logique de transition, ça dit qu'on passe quand même de ce qu'on vit aujourd'hui à quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça que je comprends. Il dit, parlant dans le sol, il dit. Est-ce que je dis que c'est sans le parti au pouvoir? Non, non. Mais c'est clair quand sans le parti au pouvoir, aux commandes qui dirigent le régime. Qu'est-ce qui s'est passé au Soudan? Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina? Qu'est-ce qui se passe partout? Est-ce que dans les assises qui ont pris dans tous ces pays en transition, il n'y a pas les tenants du parti au pouvoir? Peut-être qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Moi, je pense que il se trouve que depuis... C'est le régime qu'il faut démarrer. Non, il se trouve que depuis que cette crise anglophone... La crise peut continuer. Depuis que la crise... Voilà, donc c'est un pari. Je crois que le problème, c'est que le régime doit tomber pour que la crise de la sorte. Ah, si pour vous, le problème, c'est pas le régime. Charles, depuis que nous sommes en crise, on se rend bien compte que les partis politiques, peut-être de bonne guerre, beaucoup d'organisations civiles, ont bien voulu se servir de cette guerre-là. Parce qu'on parle de dialogue, on se rend bien compte qu'il y a des gens qui voudraient que désormais qu'ils soient également pris en compte dans ce qui se passe. Peut-être c'est ça qui empêche que les choses avancent. Donc c'est-à-dire que si on avait dit qu'on discute directement avec les concernés, ce serait différent. Mais vous allez voir qu'il y a toujours beaucoup d'acteurs. Quand les gens vous parlent, en fait, ce n'est pas tant parce qu'ils souhaitent s'asseoir et voir la crise se dénouer, non. Ils souhaitent en faire partie. En fait, ils sont partis des négociations, qu'ils soient invités et tout cela. Peut-être c'est cela qui bloque. Pas qu'on parle de pourparlers. Si en Europe, on a commencé à penser que, désormais, le pouvoir en place a pensé qu'il peut s'asseoir directement avec les personnes qui sont concernées par cette crise-là et trouver des solutions, mais vraiment, c'est mieux pour nous. Tant que nous voulons la paix. Je suis tout à fait d'accord. Je vais d'abord relever un élément. Aucun État, aucun gouvernement, aucun chef d'État qui a prêté serment sur une constitution à préserver l'intégrité territoriale peut s'asseoir sur une table pour négocier de la sécession. On n'a pas de sécession. Voilà. Il s'agit de négocier de la paix. C'est d'abord un élément à exclure. Oui. Parce qu'en réalité, vous prêtez serment pour garantir et maintenir l'intégrité territoriale. Les 475 442 km² dont le président de la République a prêté serment, c'est pour les maintenir du début jusqu'à la fin de son mandat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Autre chose, ça passera par une autre méthode. Premièrement. Deuxièmement, nous constatons une chose, et ça rejoint ce que le président de la République a dit lors de son adresse à la nation le 31 décembre. Donc le Canada connaît tous les commanditaires qui sont logés et hébergés au Canada et qui sont les acteurs, puisque sinon leur médiation, elle serait portée sur quoi? Ça voudrait dire que le Canada connaît tous ceux qui sont les déstabilisateurs de notre pays. Mais tout le monde connaît. Donc à partir de ce moment, Canada. À partir de ce moment, si on sait déjà que voici ceux qui sont les déstabilisateurs et qu'on est quand même de pouvoir les réunir et de dire qu'on fera une médiation, la position américaine est très claire. Donc ils le sont laissés en pleine activité à déstabiliser un pays démocratique,
un pays souverain à partir du territoire canadien. Et là, c'est même encore plus grave. Donc, il faudrait que le gouvernement canadien puisse s'amender et pouvoir rejoindre la position américaine. Nous nous félicitons du fait qu'ils ont déjà identifié tous ces commanditaires-là. Alors, soit les uns et les autres prennent un engagement dans le cadre de cette initiative canadienne a dit qu'ils vont renoncer, ou bien ils le traduisent en justice canadienne, parce qu'en réalité, le Canada ne doit pas être complice de la déstabilisation d'un autre pays. Bon, mais je crois pas que tous vivent au Canada aussi, hein? C'est-à-dire qu'ils peuvent partir de plusieurs pays. Je n'ai pas suivi que le Canada a fait dans le cadre d'une coalition internationale de sa médiation. C'est une initiative d'après. C'est pas forcément une coalition, je ne comprends pas qu'on peut dire. En Norvège, je pense. Il y a Bachot, par exemple. Non, je ne sais pas si c'est le Canada a décidé de pouvoir recenser partout dans le monde tous les déstabilisateurs et acteurs de la déstabilisation du Cameroun dans le cadre. Le Canada a clairement identifié un certain nombre, ou cité même, ils ont mieux fait, ils ont cité un certain nombre, Franck l'a rappelé tout à l'heure, de groupes qui sont associés à cette initiative. Et ce n'est pas tous les groupes. Bien sûr, c'est pas tous les groupes. On connaît tous les groupes, ils ne se cachent pas. Avec l'exécutif, avec les chaînes de télévision, avec les actions, on les connaît. On ne peut pas dire qui se cache ou bien qui ne se connaît. Vous ne les connaissez pas. À partir de ce moment où le Canada vient déjà de les identifier, ils doivent prendre l'initiative américaine. Parce qu'en fait, c'est d'abord, vous êtes en train de caricaturer. Ça, comment ça, une déformation. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont condamné des citoyens américains d'origine camerounaise qu'ils ont réussi à prouver que ces derniers avaient financé des opérations visant à s'armer. Mais qu'il n'y a pas d'origine camerounaise. Il y a d'autres. Ceux qui sont sur la table canadienne. S'il vous plaît. Vous avez entendu que j'essaie de parler de façon très factuelle. Ce sont des Canadiens. J'essaie de parler de façon très factuelle. J'ai dit, toutes les personnes qui ont été condamnées, là, c'est des Américains, mais d'origine camerounaise. Il y a d'autres gens qui sont aux États-Unis, qui sont connus comme des soutiens des Amazoniens, qui ne sont pas inquiétés. Soit parce qu'ils ne financent peut-être pas les armes, ou on n'a pas prouvé qu'ils financent les armes. Mais comment ils sont à leur soutien? Parce qu'ils parlent. Il y a les forums. Excusez-moi, il y a des forums. Il y a des forums. Il y a des forums. Mais parce que c'est parce que ça. Je veux dire, quand on ne veut pas entendre, on ne veut pas entendre. Finalement, je veux dire que c'était une sorte de spectre. Vous avez du mal à me convaincre. C'est un spectre. Je ne parle plus pour vous. Permettez-moi donc d'expliquer à ceux qui nous écoutent que c'était un vaste spectre. Par exemple, seulement chez les Amazoniens, c'est-à-dire les gens qui sont pour la sécession, il y a une majorité des gens qui sont pour la lutte armée. Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas forcément pas la lutte armée, mais c'est la lutte juridique, etc. Et donc violente qui peut aboutir. Donc vous n'allez pas les mettre tous dans le même chapeau. Il y a des gens, par exemple, qui sont pour le fédéralisme. C'est-à-dire qu'avec le temps, ils reviennent sur une position fédérale. Maintenant, il y a des gens qui font des choses criminelles. Il y a des choses il y a des gens dont vous ne pouvez pas prouver qu'ils ont maille à partir à des choses criminelles. C'est une vaste galaxie. Et quand je vous dis, on les connaît. Il y a des forums tous les 3 mois où ils se réunissent, que ce soit en ligne, que ce soit physiquement, dans plusieurs pays, pour discuter de cette affaire du Cameroun et de l'Amazonie. On les connaît. Ils publient même des rapports. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et quand je vous dis les différentes tendances là, elles existent avec leurs chefs, avec les exécutifs, avec les guerres entre eux-mêmes. Ce n'est pas caché. C'est pas caché. D'où leur action du président de la République à pouvoir les arrêter. Bon, je voudrais mais ça ne se passe pas comme ça. Comme le dit Franck ici, il y a forcément ceux qui sont des leaders d'opinion, n'est-ce pas, qui croient soit au fédéralisme, soit, n'est-ce pas, à la sécession, mais qui aux États-Unis ne s'emploient pas à envoyer des armes ou bien à financer. On n'a pas prouvé encore. Oui, ou alors à financer les actions meurtrières qui ont lieu dans le nord-ouest et le sud-ouest. Effectivement, ceux-là, normalement, ceux qui posent seulement des actions politiques, des revendications, des discours, ainsi de suite, peuvent être appelés à la table de négociation et discuter et de voir comment leurs positions peuvent évoluer. Donc, c'est ce qu'on encourage. Maintenant, ceux qui financent et qui envoient les armes pour que les populations dans les régions du nord-ouest, sud-ouest soient véritablement opprimés, qu'ils soient assassinés, ceux-là ne peuvent pas être encouragés, ils doivent être dénoncés. Voilà pourquoi les partis politiques doivent appeler ceux-là à déposer les armes. Parce qu'on peut comprendre que quelqu'un ait des objectifs politiques, par exemple, à
à aller vers une sécession et à revendiquer cela sur le plan politique. Il peut revenir dans le cadre civil, n'est-ce pas, avoir la même opinion, défendre la même opinion, convaincre les populations. Un jour, on peut arriver à peut-être à aller vers un référendum, mais voir si effectivement les populations, c'est l'aspiration des populations. Mais quand des gens décident de mettre à feu et à sang 2 régions du pays, à sinistrer ces régions-là, c'est inacceptable. Et c'est ce qui doit être condamné. Voilà pourquoi le chairman, en faisant le pari de rentrer actuellement au nord-ouest, sud-ouest, au vu de la situation qui prévaut, on voit quand même qu'il y a des avancées. Mais il fait le pari de retourner dans ces zones-là et d'appeler ceux qui financent le terrorisme, qui financent les actions criminelles qui ont lieu là-bas, à déposer les armes, à demander pardon auprès de la population. Donc, et avec ceux qui n'ont que des actions politiques qu'ils posent, moi je pense qu'on peut discuter. Mais Mathieu, excusez-moi, je pense que peut-être il faut qu'on revienne dans le monde réel. Le monde réel, c'est quoi le monde réel? C'est que si une guerre s'est déjà déclenchée et qu'on recherche la paix, c'est avec ceux qui font la guerre. Mais si on assèche le financement, je ne dis pas et qu'on l'assèche, on assèche personnellement la possibilité d'avoir les armes. Excusez-moi. Ils n'auront plus le qui fait la guerre. Est-ce que j'ai fini mon idée? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas assécher les financements. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut... Moi, je vous dis même qu'il faut vaincre militairement tous ceux qui ont pris les armes. Je vous dis même... Moi, je vous donne la position. Je vous dis, moi, c'est ma position. D'accord. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire simplement, parce que je pourrais vous envoyer la correspondance officielle que j'ai adressée au président de la République de ce pays, pour lui demander de façon précise de nous dire ce qui est fait au niveau international comme démarche auprès d'Interpol et auprès des États qui abritent de façon connue les personnes. Parce que moi j'ai des données de la Norvège, de l'Afrique du Sud et au moins des États-Unis. Je vous parle de quelque chose qui date de 2018 et 2019. Par exemple, l'Afrique du Sud a présidé l'Union africaine, je crois il y a 2 ans. Et nous sommes allés rencontrer le haut commissaire, quand je dis nous, c'est le CPP, le haut commissaire, c'est-à-dire l'ambassadrice de l'Afrique du Sud au Cameroun. Et on leur a dit, mais la chaîne des histoires des armes, là, c'est depuis Johannesburg, c'est depuis Joburg. Il y a tout un ensemble. Qu'est-ce qui explique qu'on n'arrive pas à les arrêter, neutraliser? Je vous donne le résumé diplomatique. Allez demander à votre État quelles sont les démarches précises qui ont été entreprises. Pour ne pas dire que, contrairement aux apparences et au discours du chef de l'État, il y a des manières dont on saisit Interpol, il y a des éléments qu'on apporte, et Interpol maintenant saisit les États, et on regarde aussi la législation. Ce qui peut être condamné au Cameroun ne l'est pas forcément aux États-Unis. Par exemple, la liberté d'opinion aux États-Unis, c'est même pas concevable en France, c'est encore moins concevable au Cameroun. Donc ça, c'était juste une parenthèse pour dire qu'il faut interroger notre gouvernement toujours de façon très concrète ce qu'il fait, parce qu'il y a des leviers. Donc le débat doit peut-être être de dire que ces États fassent. Quels sont les leviers qui ont été saisis au niveau international et où on en est-on et qui bloquent? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand la guerre est déjà là, et nous, par exemple, on nous met comme des médiateurs, mais on discute avec les gens qui ont pris les armes. On ne choisit pas entre ceux qui n'ont pas pris les armes et ceux qui ont pris les armes. On négocie avec tout le monde. Et c'est un processus de sortie de crise, à mon avis, rendu où nous sommes, c'est plusieurs processus de dialogue en même temps. Je ne sais pas si vous voyez. Commencer avec quelques-uns n'empêche pas de commencer plus tard avec les autres. Et c'est en ce sens que je disais que il y a intérêt. Négocier avec les terroristes. Non. Au-delà de tout, c'est que moi je veux dire. Désormais, c'est la dernière prise. Et quand on dit négocier ne veut pas dire être au même niveau. Hein. C'est comme un jeu. Un jeu. Le Real Madrid qui joue face à Piment de Bayangam, il joue. Mais ce n'est pas le même niveau. Donc la négociation ne veut pas dire que tout le monde a les mêmes cartes. Un match Real Madrid-Piment ne sera jamais possible. Vous savez très bien où c'est ça. Bon, vous avez pris, non, c'est une image. Pourquoi c'est pas possible? Non, je dis que ça ne sera jamais possible. Piment également. Parce que vous savez très bien, non. Vous connaissez que c'est super Piment pas la diversion. Ce que je veux dire simplement, c'est que. Pas tous à la fois. Pas tous à la fois. Je termine. Je termine. Je disais simplement que la négociation ne suppose pas l'égalité. Chacun a ses cartes à jouer, chacun ne revendique pas les mêmes choses. Il ne faut pas aussi laisser entre... Voilà, ça. Alors, votre dernière prise de parole sur la question. Oui, ce que je constate relativement à la crise anglophone, c'est qu'il y a beaucoup de Camerounais, il y a des organisations
qui pensait pouvoir actionner ce levier-là pour faire tomber le régime en place. Mais effectivement, ce faisant, il faut savoir qu'il y a des Camerounais qui souffrent. Donc, je suis d'accord. Moi, j'ai fait de la politique, j'étais même fois candidat aux élections. Mais il ne me viendrait jamais à l'idée de profiter des situations où on voit des Camerounais mourir parce que j'attends passer par là pour renverser le régime en place. Donc, il faut que tous les hommes politiques, que même ces citoyens ordinaires prennent leurs responsabilités et qui demandent à ceux qui ont pris les armes de déposer les armes, qui cessent toutes ces tueries. Parce qu'au-delà de tout ça, on reste toujours là. Ils ne le feront jamais. À épiloguer sur qui a fait quoi, qui a raison, est-ce que le pays... Nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord que le pays, il est mal géré. Nous sommes d'accord que ça ne va pas, mais nous disons que on ne peut pas quand même penser cela. Je dis non. Quand on parle des discours, il faut que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ces groupes-là, ça continue parce qu'il y a certains qui sont confrontés à la situation. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement des organisations qui leur apportent leur soutien au niveau local. Il y a même des Camerounais qui ont une certaine notoriété qui leur apportent leur soutien. Mais je pense que si on était le langage de la vérité, qu'on a nos frères qui souffrent. Moi, c'est où j'ai cette région. Je viens d'enterrer quelqu'un le mois dernier. Les gens le savent. Je n'ai pas voulu vulgariser. Ils ont été tués par ces gens-là. Un grand frère. Donc, les gens souffrent. Effectivement, quand vous avez des gens qui tiennent ce discours-là, qui ont cette notoriété, cela conforte ces gens dans leur position. Quel discours? Non. Il y a des discours qui sont de nature. Votre dernière prise de parole sur la question. Dans cette lancée-là. Oui, il est clair et net que le dialogue se fera, si besoin, comme ça a toujours été fait entre nous, Camerounais. Un autre dialogue. Je dis que nous allons continuer à dialoguer entre nous, Camerounais. Mais le président de la République a tendu la main et a donné la possibilité à tous ceux qui déposeront les armes de pouvoir être réinsérés. Ça, c'est de un. De deux, sur le plan international, le gouvernement américain doit être encouragé. Et l'initiative américaine doit être encouragée. Parce qu'en réalité, ce que les Américains ont démarré, c'est de pouvoir fermer tous les robinets, les sources de financement, et de neutraliser tous ceux, ou bien de traduire en justice tous ceux qui voudraient déstabiliser le Cameroun à travers leur sol. Tous les pays frères et amis du Cameroun doivent en faire pareil parce qu'en réalité, le Cameroun est un État souverain. Et nous disons que nous allons suivre la mise en œuvre telle que le président de la République le fait, l'ensemble des recommandations des assises du grand dialogue national. Mathieu Rambiol. Oui, je pense que normalement le gouvernement devrait toujours s'employer à discuter avec ceux qui acceptent de déposer les armes pour revenir à la vie politique normale, n'est-ce pas, afin que la paix revienne dans ces deux régions qui sont depuis là économiquement sinistrées. Nous, dans le SDF, nous avons soutenu le plan de reconstruction du nord-ouest, du sud-ouest, parce que nous pensons qu'on ne peut pas faire vivre à ces populations-là une double punition. Punition d'abord de la part des ambassoniens qui leur font mener la vie dure. Punition aussi du fait que les infrastructures ont déjà été détruites, les infrastructures éducatives, les écoles, les infrastructures sanitaires, les hôpitaux. Donc, normalement, voilà pourquoi il faut que toutes ces infrastructures-là soient reconstruites et que ces populations-là reviennent à la vie normale. Franck? Je rappelle juste que c'est plus de 6 000 morts, c'est plus de 800 000 déplacés internes, c'est plus de 600 000 personnes qui n'arrivent pas à suivre des cours normalement. Et au 22 juin 2022, on parlait d'environ, nord-ouest, sud-ouest et extrême nord, les zones frappées par cette crise au Cameroun, d'environ 2342 écoles fermées du fait de cette crise. Donc, on a déjà une génération qui est proprement sacrifiée. Donc, quand on est rendu à ce stade, je pense que le devoir de tous, c'est de tout mettre en œuvre pour revenir à une situation normale où, au lieu de résoudre les problèmes par les armes, on les résout par la discussion et la délibération. Charles. Oui, moi je pense que tous les voies qui peuvent permettre de revenir à une paix durable sont les bienvenus. Et je pense que le dialogue également n'est pas à négliger, même si aujourd'hui l'option armée reste
une des options de l'État, mais il faut quand même inscrire également l'option du dialogue et dialoguer, commencer même par les couches les plus au bas de l'échelle et pour remonter progressivement. Merci à vous, messieurs. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Cartes sur table. Bonsoir et à mardi prochain.